Et top, c'est parti. En fait, c'était déjà parti en ligne. Mais je pense que ça prend un peu de temps. Je sais pas si ça marche bien. Oula, oula. Et le troisième but pour le Paris Saint-Germain. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans On refait les médias, l'émission qui parle de médias sur TikTok. Je vais juste remettre ça un peu plus droit pour que ce soit davantage joli. On est le dimanche 13 juillet et comme je le dis à chaque fois, pour ceux qui regardent le replay, vous n'aurez pas accès au chat. Mais aujourd'hui, on va essayer de revenir. Voilà, ça fait quelques jours que j'étais absent. J'étais sur ma petite tournée. J'étais parti avec l'association Lumière sur l'info sur les routes de France en région pour partir à la rencontre des citoyens éloignés de l'actualité, pour parler du métier de journaliste et partager mon expérience que j'ai pu avoir. Euh, donc j'ai terminé hier, je suis rentré assez tard et je m'étais dit que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un vrai live. On refait les médias. Donc on entre dans un moment plutôt creux sur les médias, c'est-à-dire même on est sur une fin de mercato, ça a pas trop bougé, il n'y a pas eu trop d'éléments, pas trop de nouveautés. Je pense que j'ai réfléchi à faire tout de même une vidéo qui va faire un peu récapitulative des mouvements qu'on a pu avoir sur la télévision, un mouvement qu'on a pu avoir sur la radio. Là, on va parler un tout petit peu des derniers mouvements, on va pas tous les évoquer, parce qu'il y en a qui sont vraiment très minimes. Là, je me suis aussi lancé parce que bon, là, le Paris Saint-Germain, malheureusement, est à 3-0 face à Chelsea en finale. Oui, Creepy, ouais, je comptais en parler en fin de chat. En effet, tu parles du coup de Clément Garin qui a annoncé la mort de Thierry Ardisson, qui a été démenti dans la foulée par Audrey Crespo-Mara. Et on en parlera ce soir. Je l'ai prévu en fin de sommaire. On parlera de Thierry Ardisson. Pourquoi est-ce que on en parle? Pourquoi est-ce que comment cette rumeur est née? Salut Nia, ouais, ça fait super longtemps. Je pense que tu devais avoir des choses certainement plus intéressantes à faire que venir sur TikTok et venir m'écouter parler de médias. Mais voilà, moi j'étais voilà cette semaine à Blois, à Chambord, le château est à Chambord, le camion est à Chambord, à Orléans. Et j'ai terminé vraiment en plein milieu de la campagne, dans un super lieu, super chouette, à Maisonnay, où il y a le centre de la presse. Donc j'ai fait énormément de choses. On a parlé quand même, j'ai fait un petit live. C'était pas forcément facile parce que je l'ai fait avec mon téléphone et que j'aime bien avoir mon ordinateur où je peux vous montrer un peu les images, etc. Ouais, t'étais plus trop sur les réseaux. Des fois, ça fait du bien. Quelle est la chaîne TNT qui apprécie le moins, que j'apprécie le moins, Lucas? Je comprends pas trop. Que j'apprécie le moins ou Salut Béatrice. Ouais, on retrouve un peu les anciens qui sont là. Ah, que j'apprécie le moins. Ah, tu me lances des questions comme ça. Celle que j'apprécie le moins aujourd'hui, je te dirais Chéri 25, mais parce que j'en suis très éloigné et c'est pas trop mon domaine de prédilection. Mais voilà, s'il fallait donner parce que les TF1 série film, les Chéri 25, c'est pas trop ce qui me plaît. Moi, je suis plus sur l'information, sur du divertissement, sur du débat, de la société, du sport, en effet. Toi, Chéri 25 ou T18? Bah, T18, moi, je veux pas les condamner tout de suite. Je vais leur laisser le temps de l'été et surtout la grande rentrée. J'ai envie de voir ce qu'ils feront à la rentrée. Mais voilà, je pense que je vais me laisser un peu de temps pour T18, pour juger T18, ce qui pourrait être ou non est proposé, parce que voilà, ils sont arrivés à un moment un peu compliqué. J'avoue que j'ai un peu arrêté de regarder, là, j'ai quand même mis, j'ose espérer que le Paris Saint-Germain remontera. Je vous dirai s'il y a des buts, hein, il y a 3-0 pour le moment. Il est possible aussi que voilà, des personnes décident d'aller voir le feu d'artifice qu'il y a peut-être chez eux, parce que on est le 13 juillet et souvent il y a des feux d'artifice la veille, même si certains ont été annulés à cause des risques de feu. Mais voilà, là c'était un peu pour faire cette petite intro, ça fait 5 petites minutes, pour laisser le temps aux gens d'arriver et voir si certains sont intéressés à parler de médias ce soir avec nous. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, à venir poser des questions, à venir échanger ensemble. On est vraiment toujours dans un lieu de débat, tout le monde a sa place pour en parler. Le, dé- le le sommaire du jour. Alors moi, entendre Apolline de manière dire que Louis Sarkozy rejoint le groupe des éditorialistes. Ah, là, Béatrice, oui, alors ça, je l'ai pas mis. C'est qu'il y a eu plein de petites actus. On va dire, c'est un peu des petites actus, ça. Le fait que Louis Sarkozy rejoint la matinale d'Apolline de Malherbe. Euh, Clairement, ce sont des coups parce qu'ils savent que ça fait parler. Louis Sarkozy, c'est un nom de famille.
on peut s'interroger sur la légitimité de tout à chacun de pouvoir rejoindre tel ou tel groupe, que ce soit pour Louis Sarkozy, qui a eu une promotion phénoménale dans les médias avec son ouvrage sur Bonaparte, Napoléon, euh, même si le livre ne s'est pas tant vendu que ça, mais c'est vrai qu'il y a eu, du coup, en effet, comme tu dis, une vocation quand même à promouvoir Louis Sarkozy, à lui donner une antenne, une parole, un espace médiatique, un espace de parole. Et ça, bah, ça peut être discutable. Ça peut être en effet discutable. C'est quelque chose qui peut mener à débat. Pour quelles raisons Louis Sarkozy et d'autres personnes n'ont pas cette place dans les médias, dans les chaînes d'information, c'est un peu interrogé. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Après, voilà, il a une opinion et je pense un peu comme à une époque, on avait justement des Raquel Garrido qui sortaient aussi un peu de nulle part. Ils savent que ça peut créer du débat, de l'échange, de la fight limite. Euh, ah ok, bon Mohamed, ça c'est ton opinion, hein, c'est ton opinion. Petit sommaire du soir, on va parler des nouveaux animateurs de Télématin, qui sont les venants, les perdants, est-ce que ça va relancer Télématin? Ça va être le premier sujet qu'on va aborder. La grille de BFM TV qui se précise, on a eu le dernier départ, là aujourd'hui, de Benjamin Duhamel, mais on a également eu le départ de Christophe Barbier, qui a fait ses adieux à la chaîne, donc on en parlera. Évidemment, une autre matinale qui est très attendue, hein, celle de Bonjour sur TF1, et comment ça bouge, pourquoi l'émission est rallongée, quelles conséquences sur la grille, on en parlera évidemment. On fera une petite page quand même sur Secret Story, qui a eu voilà, des remous avec le cas Marianne, qui a fait énormément parler d'elle, notamment à travers une interview chez GRM Star, donc on en reparlera évidemment. Interville confirme-t-elle ses audiences? Est-ce que cette émission va réussir à fonctionner? On ira voir un peu plus en détail les chiffres, jusqu'où ça peut aller. Donc ça sera très chouette. Et évidemment, ce point d'interrogation qu'on pose sur Ardisson, et si on a le temps, nous ferons même un petit quiz spécial sur une personnalité de la télévision. Donc voilà un peu le sommaire de la soirée, de son refait des médias qui, moi, signe mon retour estival et on verra un peu ce que ça donne. Donne-nous des médias sous-cotés, genre avec peu d'auditeurs ou de vues. Ah, des médias sous-cotés. Euh, je sais pas s'il y a des médias sous-cotés. Moi, c'est plutôt bah, le site Les Jours que j'aime beaucoup, qui fait un super bon boulot et qui, je pense, est très sous-coté. Euh, je dirais les jours, s'il fallait en dire qu'un seul, je dirais les jours. Moi, je regarde Arte, c'est la seule chaîne avec aucun bad buzz. Arte n'est pas tant sous-coté que ça. Ça fait beaucoup d'années qu'on parle d'Arte, souvent comme cette chaîne que personne regarde. Mais Arte fait quand même de l'audience. C'est quand même une chaîne qui est consommée par les téléspectateurs. Et ça montre quand même un intérêt pour ce type de programme. Pour toi, Béatrice, que BFM participe à cette mascarade, c'est à désespérer quant à l'indépendance des médias. Après, BFM TV, c'est un recrutement, du coup c'est un recrutement dans la matinale d'Apolline de Maillard qui est sur RMC. BFM TV, ils ont une grille avec des rédactions et des gens qui fonctionnent. Donc voilà, ça reste quand même une rédaction avec une forme d'indépendance quand même à noter. Bonjour, un petit conseil, virer la télévision, je l'ai fait il y a 8 ans, j'ai gagné en santé mentale pour toi, H2O75. Euh, ok, bah alors ça c'est ton opinion, t'as le droit de ne plus vouloir la télévision. Après je me demande comment est-ce que tu t'informes au jour le jour, H2O, mais je pense que c'est quand même intéressant. Voilà, la télévision peut proposer encore des choses. Et puis la télévision, c'est aussi le sport, c'est aussi des moments qui peuvent rassembler, comme comme l'Eurovision. La télévision, c'est aussi là où il y a les plateformes. On peut aussi voir des plateformes via la télévision. Donc je pense à H2O, on peut virer la télé, mais voilà, il y a d'autres moyens de consommer, que ce soit sur le téléphone, la presse écrite ou la radio, et ça reste quand même assez intéressant. Pour toi, Lucas, Arte, ça tabasse France 5. Ok, pourquoi pas, pourquoi pas. Salut Kenza, j'espère que tu vas bien. Pour toi, est-ce que tu penses que les chaînes autres que les chaînes d'infos sont politisées? Euh, alors déjà, les chaînes d'information ne sont pas censées être politisées. Tout d'abord, Lucas, dans le cahier des charges, il n'est pas indiqué qu'ils doivent être politisés. Ils ont ce qu'on appelle une ligne éditoriale, mais dans cette ligne éditoriale, ils n'ont pas à être politisés. En revanche, bah, TF1 n'est en soi pas politisé. Quand on regarde aujourd'hui la grille telle qu'elle est aujourd'hui, je parle pas de celle de l'époque, hein, mais quand on voit la grille de TF1 aujourd'hui, bah, TF1 n'est pas spécialement politisée en tant que telle. En revanche, bah, elle appartient à un milliardaire, Martin Bouygues, qui a aussi des intérêts certainement politiques, a des proximités avec certaines personnalités politiques. Et donc ça, on pourrait dire que c'est politisé. France Télévisions
bah, ça dépend quand même d'un ministère, donc ils sont censés être indépendants et libres, mais est-ce qu'on peut dire qu'ils sont politisés à travers les éditorialismes? Ils proposent quand même un champ des possibles qui existe, qui propose un pluralisme sur ces antennes. Donc, oui, tout est politique, mais en même temps, voilà, les chaînes d'information ne sont pas censées être politiques. Pour Béatrice, le fils Sarkozy chez CNews, on aurait compris, mais BFM. Après, c'est pour il faut surtout qu'il y ait un pendant à Louis Sarkozy. C'est surtout ça l'idée, c'est que c'est faire débattre des éditorialistes. Je viens pas défendre Louis Sarkozy spécialement, mais je pense que c'est aussi comment est-ce qu'on construit une émission et comment on essaie aussi de créer de la diversité d'opinions et de liberté d'expression. Je m'informe tous les jours sur les médias indépendants. Bah, quel type de médias ça m'intéresse? C'est vrai qu'il y a beaucoup de médias indépendants qui existent, H2O. En vrai, pareil, je regarde très peu la télévision aussi. Ça m'intéresse de savoir comment est-ce que vous consommez l'info. C'est qui ces deux-là? Ah, AD, c'est intéressant ce que tu me dis. On va en parler évidemment. On a Damien Thévenot et Maya Loquet qui sont les futurs animateurs, présentateurs de Télématin. Télématin, vraiment l'émission star phare de France 2 de la matinée. Ça me manque l'époque Direct Star avec One Piece à 17h. Ah, pour les. Ouais, bien sûr. Ils n'ont pas à l'être, mais demande à Pascal Pro. Bah, ça, c'est un sujet, voilà, CNews n'est pas censé être politisé. D'ailleurs, ils le revendiquent, CNews, de ne pas prendre une place politique. Ils disent pas qu'ils font de la politique. D'ailleurs, je vous dis ce qu'ils disent eux. Hein, c'est un moyen de faire une analyse. Euh, eux, CNews ne se situe pas sur une ligne politique. En revanche, nous, en tant que citoyens, nous, en tant que téléspectateurs ou nous, en tant que journalistes médias, on peut estimer qu'ils ont en effet une ligne éditoriale qui est aujourd'hui de droite conservatrice et aussi parfois ultra ou extrême droite. Je paye les abonnements sur Mediapart, Le Média, Blast et d'autres. Il y a les livres, tout à fait, avec un vide intersidéral à la télévision, il n'y a rien à défendre, elles appartiennent aux milliardaires et au pouvoir, tu dis H2O. Bah, c'est intéressant ce que tu dis. C'est bien comme tu fais d'avoir plusieurs moyens de consommation. Après, tout à chacun a le droit d'avoir son mode de consommation personnel, d'apprécier aussi le divertissement, les séries, les fictions, les films, et sur l'info, d'aller aussi s'interroger, de voir ce qu'il peut s'y faire. Donc c'est aussi un modèle, un moyen aussi de s'informer avec la télévision, mais en effet, il y a des médias indépendants, comme tu parles de Mediapart, par exemple, qui est financé uniquement par son abonnement, donc qui a un devoir de fiabilité envers son public. Donc c'est aussi des autres moyens de s'informer. Comment peut-on laisser quelqu'un débiter ses contre-vérités et lui donner une écoute sur une autre chaîne? Bah après, c'est le format qu'on a en France, Béatrice. Le fait que on a un droit à la liberté d'expression. Ça, on a le droit. En revanche, on n'a pas le droit de faire de la diffamation. Ça, c'est puni par la loi. On n'a pas le droit de donner une information qui vise aussi au trouble public. Voilà, c'est une fausse information au trouble public. Et donc, il y a des lois qui existent par rapport à ça. Déjà, sur la télévision et la radio, c'est régulé. Ensuite, il y a des lois qui existent au sein de notre outil juridique via les tribunaux qui peuvent permettre voilà, de se prendre aussi à la presse si celle-ci agit mal. On parle souvent de la 17e chambre au tribunal de Paris. Trouves-tu que c'était mieux à l'époque où les films commençaient à 20h30 et pas à 21h15? Alors moi, pour tout te dire, Lucas, si je devais parler de moi personnellement, moi je consomme très peu aujourd'hui du film à la télévision. En revanche, je pense que 21h15, c'est un peu tard, et parfois c'est de plus en plus tard, et c'est de plus en plus compliqué. Donc, et vous, êtes-vous politisé? Me dit Balou. Bah moi, je suis pas politisé, je suis pas militant, je suis pas encarté. Je pense qu'il faut accepter tout un champ de pensée, et je suis pour, c'est quand même essentiel. Il faut que la gauche comme la droite puissent s'exprimer dans un contexte correct, c'est-à-dire vraiment avec des opinions qui s'opposent dans un socle commun. Donc moi, je ne suis pas politisé. En revanche, est-ce qu'on peut dire qu'un journaliste est neutre ou un journaliste est objectif? On a un devoir de le faire, de s'y approcher le plus possible. On a un devoir de penser contre nous-mêmes aussi quand on travaille. En revanche, on n'est pas neutre, on ne peut pas être complètement objectif. On a chacun notre parcours, on a chacun un passif. On est né d'un endroit, on est les fils de personnes qui nous ont éduqués d'une telle ou telle manière. On a rencontré des gens qui font qu'on est forgé de manière assez particulière.
Et donc il est très difficile d'être neutre. Il faut savoir par exemple à l'AFP, donc l'agence France Presse, les journalistes ne restent pas plus de 2 ans dans un même service, justement pour ne pas se retrouver biaisé. Donc c'est-à-dire que si vous êtes au sport, au tennis, bah, peut-être dans 2 ans ou 3 ans après, on va vous changer de service, on va vous mettre au fait divers. Pourquoi? Pour ne pas avoir un avis biaisé par rapport à un domaine qu'on commence un peu à dominer. Donc en effet, il est difficile. Je suis pas là pour faire de la politique, vous pensez exactement ce que vous voulez et vous avez complètement le droit dans l'ensemble des partis politiques qui peuvent exister en France. En revanche, en revanche, tant que c'est dans le cadre de la loi à chaque fois. On va parler un peu de l'arrêt de télé-shopping si tu veux, Lucas. Après, moi, je suis pas tellement choqué qu'il y ait des chaînes de droite et de gauche. Bah, sauf qu'en fait, Kenza, ça reste quand même le domaine français et l'ARCOM le régit comme tel. Donc, euh, on n'est pas censé avoir des chaînes politisées. C'est une décision, hein. On pourrait changer, on pourrait demander à nos députés, et moi j'ai rencontré les députés pour un tournée, on pourrait demander à nos députés de faire en sorte de ne pas avoir de chaînes non politisées. Aujourd'hui, on n'est pas censé en avoir. Mais après, peut-être que chacun a son opinion, on pourrait peut-être en avoir. Gara a annoncé à Mandardisson, pour le moment, ça a été démenti par Audrey Crespo-Mara, et on en parlera ce soir. De temps en temps, journal le 20h, sinon Ouest France ou le Parisien, quasi quotidiennement. Bah ça, c'est vachement intéressant ce que tu fais, Nia. Je sais pas si tu l'achètes en papier ou en numérique, mais c'est aussi un moyen de s'informer, même sur le local, et c'est une approche, on va dire, plus populaire. Moi, je lis énormément le Parisien, je trouve ça euh, plutôt facile à lire sur les pages, etc. Donc je trouve ça assez intéressant et c'est important de diversifier aussi de temps en temps euh, ces sources d'information, même si on peut avoir des médias fiables, mais il y a toujours des biais cognitifs qui peuvent exister et qui font qu'on va aller vers ce qui nous intéresse ou ce qui nous arrange et que parfois penser contre soi-même, ça permet aussi de développer une opinion plus nuancée que la réalité. J'ai cité les médias indépendants que je dois et regarde. Très bien, super H2O. Pour toi, Balou, c'est une chaîne d'opinion, sauf que voilà, moi je me range toujours du côté du Conseil d'État. Le Conseil d'État estime, du coup, il y a eu une saisine de la part de Reporters sans frontières, de son ancien directeur qui est décédé aujourd'hui, et le Conseil d'État a estimé que c'était une chaîne d'information. Donc je me range derrière cet avis-là. Enfin, tu allumes CNews, tu comprends vite. Oui, c'est vrai, complètement. Alors, ça, c'est ce qu'on fait du coup nous, en tant que critique, en tant que citoyen, on peut estimer que tel ou tel média. Moi, j'essaie toujours de vous proposer une analyse la plus neutre, comme je dis à chaque fois. En effet, j'ai mon opinion sur ces news. Il y a des fake news qui ont été diffusées sur ces news et je trouve ça extrêmement grave. En revanche, dans l'analyse média, il est essentiel pour moi, pour rester le plus neutre possible, d'aller chercher des sources qui viennent me confirmer. Par exemple, voilà, je me rangeais derrière ça pour rester derrière les faits et pour pas être dans l'opinion, d'estimer ça ou ça en fonction de mon opinion, mais dire par exemple que CNews, bah, c'est une chaîne qui est considérée comme d'information, où il y a énormément d'opinions dessus, mais c'est considéré comme une chaîne d'information. Les médias France Pro, BFM, CNews, politique, droite, ok. D'où l'intérêt de faire une émission qui débunk les inepties que certains peuvent parfumer. Tout à fait, Béatrice. Mais ça, je vais essayer de penser comment est-ce que on pourrait faire aussi du débunkage, faire du fact-checking, hein. Et il y a des journalistes qui le font, on en trouve sur plusieurs sites. Ou France Inter, tu comprends aussi. Bah, France Inter, c'est assez marrant parce que France Inter, si on regarde vraiment tranche par tranche, émission par émission, c'est pas tant de gauche que ça. C'est pas tant de gauche que ça. Euh, et moi, je t'ai dit non que j'étais ouais, pas politisé, surtout si personne ne contrôle les choses. Ouais, tu veux dire d'abrutissement, la télé-réalité pour abrutir les jeunes, la propagande pour vendre les opinions et le pouvoir. Après la télé-réalité, il faut aussi imaginer ça, le divertissement comme un moment de repos, comme quand on regarde un film, une série. Tout n'est pas aussi sombre. En Belgique, les chaînes de télévision ne font pas de politique, ils en font moins. Ouais, en effet, je trouve ça hallucinant que vous défendez la télévision alors que Dati va la privatiser et que vous défendiez l'indéfendable. Alors, je défends pas l'indéfendable, j'essaie de rester le plus neutre possible. Et moi, alors, je défends le média télévision, parce que je trouve que le média télévision est toujours intéressant, il se passe des choses toujours chouettes. En revanche, là, typiquement, Dati ne va pas privatiser, ça c'est une fausse information. Rachida Dati, la ministre de la Culture, ne va pas privatiser la télévision du service public, elle va la fusionner avec l'ensemble de ses entités, surtout Radio France et France Télévisions.
Après, le vendredi, ils font pas des scores de ouf face à Bonjour. Ouais, parce que ils changent de. Je vais en parler. J'essaie de répondre aussi à vos questions, Yassif. On va en parler du choix de Damien Thévenot et de Maya Loquet. Les journalistes obéissent au patron bah, pas tous en vrai, hein. Ça, c'est aussi un fantasme qu'on a d'imaginer que tous les journalistes ont leur patron qui arrive dans la rédaction et qui leur dit ce quoi penser. C'est un peu plus compliqué que ça. Je pourrais en parler, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Dis-moi, un animateur radio qui n'a jamais fait de télé et que tu verrais bien dans cet exercice. Waouh, je sais pas, je saurais pas te dire. Un animateur qui n'a jamais fait. Souvent, il y a beaucoup d'animateurs qui ont fait la télé, donc je ne saurais pas dire. Il n'y a pas de chaîne de gauche. Non. Non, je ne pense pas, pas en TNT. Il n'y a pas de chaîne de C'est ça le problème. Vous dites n'importe quoi, lesquels de gauche? Mais non, justement, j'ai pas dit qu'il y avait, j'ai dit qu'il y avait pas de. Ah oui, oui, ok, vous répondez entre vous. Euh, non, mais Kenza, moi, je suis pas d'accord sur France Inter. Par exemple, Léa Salamé, dans ses prises de position, n'est pas spécialement de gauche. Dominique Seux n'est pas de gauche. Si on prend même Mathieu Noël, c'est toujours assumé comme une personnalité qui n'était pas spécialement à gauche. Je pense davantage centriste. Si on prend Adèle Van Rett, la directrice de l'antenne, veut enlever cette étiquette de gauche et l'a fait en évinçant petit à petit les humoristes là de gauche. Là, c'était des humoristes de gauche qui faisaient pas qui n'étaient pas journalistes à ce moment-là. Donc dire que France Inter c'est de gauche, je pense que c'est certainement se tromper. En tout cas, il me faudrait trouver voilà une ligne complètement. Je sais qu'à un moment il y avait Étienne Gernel, voilà directeur de la rédaction du Point. Je crois pas que ce soit un gaucho non plus qui était dans cette matinale. Moi, ce qui me pose problème, c'est la déontologie journalistique qui est mise à mal quand on voit ce que fait CNews et la façon dont les journalistes sont également convoqués par Bolloré. Et là, je te rejoins assez, Béatrice. En effet, il y a des questions déontologiques à poser ouais, sur CNews. Il n'y a pas de chaîne d'info fiable. Bah après, c'est le concept même de la chaîne d'information qui peut être remise en question. Je l'entends, pouvoir au chat. Je l'entends complètement. Reporter excellent, oui, c'est vrai que c'est un très bon. Tac, tac, tac. Le népotisme à la télévision est hallucinant, comme l'a dit Nassi Duhamel. Alors ça, en effet, c'est un sujet. Bah voilà. Benjamin Duhamel qui arrive à la matinale de France Inter. Je sais pas si Benjamin Duhamel est une personnalité de gauche. Quelle fake news sur CNews, par exemple? Eh bien, je peux t'en citer une tarte aux fraises récente. Du coup, parce que moi j'essaie de me documenter énormément sur CNews. Pascal Pro a récemment dit qu'il n'y avait pas de canicule. Quand on a eu la canicule, il n'y avait pas de canicule. Et estimé que voilà, on avait inventé la canicule, qu'il y avait juste des chaleurs et que ça a toujours existé. Et a remis du coup en question le réchauffement climatique qui a été moult et moult fois démontré par des scientifiques reconnus et responsables. Donc forcément, ça c'est une fausse information. Je pourrais t'en citer d'autres, notamment sur l'écologie. Fusion gagnant, fusion n'est pas égal à une privée. La fusion qui a créé une sorte de BBC à la française, c'est leur projet. Je dis pas que c'est bien, hein. Je t'explique juste H2O. Ça va rester dans le sein du service public. Non, je ne mens pas, je ne mens pas. J'essaie justement d'apporter de la neutralité user sur CNews, mais après vous avez le droit d'avoir votre opinion. Ardisson mort ou pas, pour le moment, Ardisson n'est pas mort, donc il est en vie. Oui, ça dépend de la tranche, mais globalement, France Inter, c'est pas de droite en tout cas. Ouais, mais c'est pas parce que c'est pas de droite que c'est forcément de gauche. C'est pas parce que CNews critique France Inter que France Inter est de gauche, Kenza. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est que il y a énormément de tranches qui montrent que, enfin, une grande majorité. Donc du coup, ce qui s'appelle un équilibre de, il y a des personnes de gauche, il y a des personnes qu'on qualifie à droite. Donc ça crée un juste milieu. On va dire que limite l'antenne est plutôt bien respectée. Je suis nostalgique de l'époque, dire ouais, tu me disais ouais sur One Piece. Euh, Bah voilà, super, tarte aux fraises. Vincent Glade, tu en penses quoi? Et Bangoumi. Ah, alors Vincent Glade, moi je me rappelle de lui au Grand Journal. Qu'est-ce que j'en pense? Bah, il y a eu l'histoire de la Ligue du LoL, je pense que c'est là où tu veux m'amener, Léo. Après, moi personnellement, je peux pas faire de critique particulière. Et Bangoumi, bah, eux, ils sont vraiment sur une ligne éditoriale qui est centre-gauche. Donc pareil, c'est une vision.
C'est une vision qu'ils ont le droit, hein, c'est une chaîne privée. Et là, pour le coup, on est sur l'infotainment, qui s'assume complètement d'être progressiste, hein, des stations progressistes, euh, mais qui doit quand même rester sur les faits, ce que je dis toujours, sur des faits. Ta 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 ta. Gulli, ça a vachement perdu en qualité. Je regrette pas Gulli, hein, Lucas. Je suis vraiment désolé. France Inter n'est plus de gauche pour toi, Balou. En tout cas, Crespo Mara non présente ce week-end alors qu'il a été annoncé par Courdray la semaine dernière. Ouais, tout à fait. Alex Villeret a été pas mal à France Inter, était pas mal à France Inter. Ouais, bah, il l'est aujourd'hui sur RTL. Il aura d'ailleurs une nouvelle émission. Même Quotidien était sympa et est devenu macroniste à fond pour toi H2O, ok. En termes de stats, tu as des infos, ça marche bien Bangoumi. Alors Bangoumi, tu parles de la société de production ou tu parles de l'émission Quotidien? Mais après, je crois, là j'ai peur, j'ai pas, je vais te dire avec mes souvenirs et non pas avec des sources. Je suis vraiment désolé Léo. Euh, Déjà en termes d'audience, Quotidien fait des très bonnes audiences et donc satisfait du coup TMC et le groupe TF1. Et ensuite, de ce que je sais, c'est que Bangoumi se porte plutôt bien. Après, en termes de stats, je ne peux pas te citer de source, donc tu peux me prendre au conditionnel, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc, on a avancé pas mal sur toutes ces petites questions et ça amène énormément de débats. Mais en effet, on a des nouveaux. L'Arcom devrait exiger de ces nous de mettre les éditorialistes qui sont sur une ligne opposée à leur. Bah, ils vont le faire. Ça prend énormément de temps, mais ils vont le faire. Je reste sur ton live, sachant de suite Secret Story. Ouais, bah ouais, complètement. Yassif, tu passes de l'un à l'autre. Tchac, tchac, c'est un vrai passage. Les nouveaux animateurs de Télématin. Donc en effet, à partir de septembre prochain, on va avoir de nouveaux animateurs dans Télématin sur France 2. Donc Télématin. Non, pas spécialement. Après, je regarde moins comme la télévision. Pourquoi avoir quatre chaînes d'information d'ailleurs? C'est un vrai débat. On pourrait se demander si on n'a pas trop, tu vois, Bordigno. On peut se demander si on n'a pas trop des chaînes d'information. C'est très politique. SCI était la première chaîne d'information, BFM TV la première chaîne d'information sur la TNT. Euh, France Info était le grand projet de France Télévisions et CNews était une historique avec iTélé. Tu lis Harry sur Image avec Schneiderman, c'est bien comme ça. Ouais, bien sûr, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait Harry sur Image. En tout cas, je trouve ça assez intéressant en termes d'analyse. Je suis pas toujours d'accord avec toutes leurs analyses, mais je trouve que ça amène au débat complètement. Et c'est un site indépendant et il faut continuer à les soutenir. Je pense que c'est chouette. Alors, donc du coup, les deux. Alors je sais pas du tout pour H2O pour la femme d'Estrosi, comme tu dis. Je sais pas du tout. J'ai pas suivi. En tout cas, on a Damien Thévenot et Maya Loquet, qui étaient déjà des visages de Télématin, mais qui étaient le week-end. Et donc, du coup, le week-end, Damien Thévenot et Maya Loquet portaient cette émission Télématin, qui était du coup. On rappelle, Télématin, on est quasiment sur du 7 jours sur 7, mais en semaine, c'était porté par Flavie Flamand et Julien Arnaud. Les deux avaient été recrutés comme big stars, vraiment, à la rentrée dernière. France 2 était parti aller chercher Julien Arnaud, qui était alors à ce moment-là Joker, un peu sur LCI, mais pas forcément une grosse tête d'affiche avec tout l'espace qu'il pouvait avoir. Donc lui, il est parti pour ce nouveau challenge dans Télématin. Et du côté de Flavie Flamand, on était aussi sur une relance, un nouveau visage, une nouvelle personnalité. Une personnalité connu aussi des téléspectateurs. Et donc, ils ont créé cette nouvelle petite bande dans Télématin en espérant vraiment pouvoir continuer à faire vivre l'ADN de Télématin. Je vais regarder du coup un peu. Ça coûtera moins cher que Flavie Flamand et Julien Arnaud pour toi, Yassif. France 2, ils rigolent bien entre eux et quelques infos sans compter de la pub. Pour toi, Christian. Tu penses quoi de la prime de la télé française de est passé, oui, oui, complètement, Lucas. La télé française est complètement passée. Aujourd'hui, on est quand même sur un média qui perd de téléspectateurs et qui est un peu plus au ralenti, contrairement au web. Tu me préviendras quand la télévision deviendra intelligente et enrichissante. D'accord, H2O. Ce qui a été fait à Arnaud et Flamand aurait eu lieu sur TF1, on aurait crié au scandale. Ah, c'est possible, François, c'est possible. En tout cas, moi j'en ai parlé du ménage hein, qui a été fait comme ça. Euh, Ouais, je sais pas si tu avais vu François, j'ai fait une vidéo d'ailleurs spéciale sur le grand ménage, j'expliquais pourquoi est-ce que Delphine Ernotte fait ce grand ménage dans ses téléspectateurs. La télé, je regarde juste pour le sport et koh. C'est encore des moments, des lieux pour ça. Merci pour ta réponse. Bah de rien, je peux répondre. Ouais, ils rigolent bien entre eux et quelques infos sans compter de la pub. Alors j'ai pas compris toute ta question, Christian. Malheureusement, j'ai pas compris toute ta question. Mais pour revenir à ça, donc du coup, on a ce nouveau duo qui commence à prendre. Sauf qu'en face, on a
CNews qui commence à prendre de la part de marché, Bonjour qui commence à grimper aussi avec vraiment le succès de Bruce Toussaint et de son ambiance. Euh, pour toi, c'est dommage pour l'arrivée de Mélanie Tarvan. On va en parler juste après, mais en effet. Euh, donc du coup, il y a ce duo qui est là. Et à France Télévisions, on fait aussi ce qu'on a. Donc du coup, une perte d'audience. En tout cas, les audiences se rapprochent. Ben, c'est Télématin, Bonjour et CNews commence à grimper. LCI commence à se faire une petite part. BFM qui chute, mais qui est quand même présent. Et France Info aussi qui est pas loin. Donc on a quand même quelque chose qui commence à être dynamique, une vraie dynamique des matinales, ce qui n'était pas forcément l'ADN de la télévision auparavant. Hein. La matinale était principalement surdominée par Télématin pendant des années avec William Lémergie. Et donc, on se rend compte que Flavie Flamand et Julien Arnaud, ça ne prend pas du côté des téléspectateurs. Il y a des études qui sont faites à France Télévisions, qu'on appelle des études qualitatives sur les animateurs, qui permettent de savoir est-ce que le téléspectateur aime ou non tel animateur, présentateur. Et il se trouve que les études sur Julien Arnaud et Flavie Flamand étaient plutôt faibles. Et donc en fin de saison, ils se sont demandé comment la redynamiser et comment le faire. Et ils se sont rendus compte que les études, ces mêmes études quali, qu'on appelle les études quali, étaient bien meilleures pour ces deux personnes au-dessus de moi, qui sont pas forcément les personnes les plus populaires en France, mais qui sont plutôt appréciées et connues des matinaliers. Ils ont souvent été les jokers en semaine, que ce soit Maya Loquet et Damien Thévenot. Et donc, ce choix, bonne soirée Christian, ce choix a été du coup plus de miser sur la stabilité des gens connus de ces téléspectateurs-là. Et donc la proposition qui a été faite à France Télévisions pour Julien Arnaud et Flavie Flamand était de les basculer le week-end. Donc ça a été plutôt humiliant, humiliant pour eux, parce que voilà, on les fait venir en tant que big star et elles reculent en leur proposant d'être uniquement le week-end. Donc ça a créé justement cette distorsion qui a fait que Julien Arnaud a décidé de claquer la porte de France Télévisions. Un an après avoir quitté TF1, il avait fait comme 26, fin de 6 ans à TF1 et rejoindra BFM TV à la rentrée. Pour Flavie Flamand, elle aura maintenant une émission sur France 3, sur les régions, sur les rencontres, etc. Donc on a réussi à les caser un tout petit peu. Si tu veux créer une chaîne de télévision, qui tu mettrais comme animateur? Ah, qui je mettrais pour animer quoi? Ça dépend de ce que je veux comme animer. Tu penses quoi de l'arrêt de question pour un champion en semaine? C'est un choix de la direction, donc ça, je le remets pas trop en question. Je regardais pas et c'est un public plutôt âgé qui regardait quand même si ça faisait des bonnes audiences, mais après, c'est l'histoire de la télévision d'arrêter des émissions. Et, euh, et donc voilà. Ils deviennent quoi, Thierry Beccaro et Laurent Meshko? Tu me poses plein de questions, mais c'est bien, t'es intéressé. Thierry Beccaro, il fait de la scène, et Laurent Meshko, je ne sais pas. Sans compter les radios à la télé, le matin, c'est complètement bordino. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui un marché extrêmement large de la matinale. Et donc voilà, l'idée, ça va être de la reconstruire, de la rechallenger un peu cette matinale de télématin et de le faire avec des visages importants. Thierry Ardisson, il devient quoi? Thierry Ardisson, on va en parler, hein, il est entre la vie et la mort actuellement. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces rumeurs qui sortent. En tout cas, qui pour les remplacer les deux? Eh ben, ils sont partis chercher Mélanie Taravant, un visage de France 5 qui faisait ses médiatiques qui du coup s'arrête, une émission média qui s'arrête, et ça fait euh, mal au cœur. L'émission de météo le midi, non, alors, je sais pas si c'est encore présent l'émission du midi, comme elle s'appelait, euh, météo à la carte. Je croyais que c'était, mais j'avoue que ça c'est une émission que je regarde beaucoup moins. Est-ce qu'il y a encore météo à la carte? Ouais, il l'a enterré un peu vite, Clément Garin, ouais. C'était un peu déplacé, on en parlera tout à l'heure. Non, ça a été arrêté, météo à la carte, donc Laurent Meshko. Et t'en pause. Bah, j'ai regardé, ils ont dit qu'il a arrêté en 2024. J'aime pas Nico Sagas, il est trop politiquement correct. Pourquoi? Je confirme, j'ai mal arrêté comme le Medial Mag à l'époque. Exactement, exactement. Bon, après, c'est aussi l'idée. Voilà, peut-être que demain, ça va être ici. Hein, les producteurs ils vont peut-être venir nous voir, voir ce qu'on fait aussi sur TikTok, voir comment est-ce qu'on peut faire aussi du média, de l'analyse média, du décryptage média, tout. J'essaie vraiment d'avoir cette position de journaliste. Je vais te répondre sur Clément Garin, mais j'en parlerai, j'en ai déjà parlé sur ici. Euh, mais je termine juste sur les deux matinaliers du week-end, du coup, Mélanie Taravant et Samuel Olivier, ancien journaliste sportif qui avait rejoint la matinale de Télématin et qui, du coup, a cette superbe progression pour lui. Et moi, je pense que c'est une superbe idée. C'est quelqu'un qui est très compétent et c'est super chouette de voir France Télévisions faire monter un journaliste, pas forcément connu du grand public, mais qui va peut-être
faire une petite place. Et Samuel Olivier, c'est un chouette journaliste et j'espère vraiment voilà, que ça va lancer une très belle carrière pour lui. Je ne savais pas pour Addison, il s'est passé quoi. On en parle par la suite. Je sais que ça intéresse beaucoup de gens, on en parle par la suite tout à l'heure. Mais ouais, Maya Loki, du coup, super gros love, comme tu dis, user, et c'est super chouette pour elle. Et je leur souhaite quand même une belle réussite, de toute façon, à chacun, il n'y a pas de raison. Encore en vert pour jeu Baptiste Marteau, bah je sais pas, je sais pas. Je sais pas du tout. Marteau, il est aussi bien à la matinale de France Info, et c'est aussi un sacré projet. Et en effet, elle est Joker du 20h, user. Tu suis très bien les médias, c'est trop chouette. Arthur, Nikos, Aliagas, tu préfères lequel? Nikos, Aliagas. Donc voilà, donc c'est le projet Télématin, on verra ce que ça donne, on verra comment ça va se matérialiser. Il y aura énormément de choses. Ah, tu bosses dans les médias, tu bosses dans les médias, tu avances masqué, je ne sais pas qui tu es, je trouve, on se connaît, hein. User, ça se trouve, on se connaît. Euh, donc c'est possible. On a parlé de Julien Arnaud. Julien Arnaud, du coup, va basculer sur BFM TV. On a quand même cette grille de BFM TV qui commence à se préciser, avec du coup la matinale qui aura le visage du coup de Dominique Tenza. Je te connaissais pas, mais je serais ravi de te connaître. Bah complètement. Je suis un ancien de Pure Média. Mets-toi à la carte, continue. Il a fait son record pour un canicule et près 20% de PDA. Ah ok. Désolé Johan. En effet, bah, je suis parti voir. J'avoue que je regarde moins météo à la carte et sur euh, oui, en effet, tu as raison, tu as raison, tu as raison. C'est toujours présent. Donc Laurent Romeshko est ici dans Météo à la carte. Désolé, désolé, mea culpa pour Laurent Romeshko, pour Lolo Romeshko. Je te lâche mon flow sur Twitter si t'es chaud. Bah ouais, carrément, carrément, carrément. Comme ça, je saurai qui tu es. Vraiment, les séries TF1, c'est le pire ce que propose la télévision. Ok, donc oui, ça existe encore. Mais je regardais moins, donc j'étais allé sur Wikipédia, ils ont dit que ça s'arrêtait en 2024. Mais en effet, ça continue encore. Donc merci Johan de m'avoir corrigé. Tu as bien fait. La grille de BFM TV, du coup, on aura cette matinale avec Dominique Tenza et Perrine Storm. J'en parlerai sur la partie Hardisson. Conseille-nous une chaîne de télévision hors TNT, s'il te plaît. Mais je regarde pas hors TNT. Moi, je suis très sur YouTube, mais je regarde pas hors TNT, Lucas. Alors, peut-être Paris Première, si on veut s'intéresser à un truc nouveau. Donc, BFM TV aura ensuite une tranche avec Julien Arnaud. Alors, en gros, on aura la matinale avec Dominique Tenza et Perrine Storm. Se suivra ensuite l'interview politique, toujours avec Apolline de Malherbe, qui aura 1 heure de plus. J'ai pas resté longtemps. Rapidos, on en pense quoi? Ok, pour toi, user, tu me poses la question. Euh, Clément Garin est un journaliste web aujourd'hui, un journaliste qui vit notamment sur le réseau X, qui a énormément d'informations, mais qui sort parfois des informations erronées, fausses, dans lesquelles il se trompe. Et donc, c'est pour les raisons parce qu'il se trompe que je ne peux pas toujours prendre pour argent comptant et j'incite vraiment les gens à prendre ce recul. Salut Thomas, j'étais sur mon camion. Je termine juste la réponse. Et donc, il sort parfois des informations qui sont des grosses informations, il en a sorti hein, des scoops, mais le problème de Clément Garin, c'est qu'il ne suit pas toujours une bonne déontologie, et donc du coup, euh, il pose problème, d'ailleurs, dans les informations qu'il peut avancer, certaines informations sont erronées, parfois il peut balancer des fake news, parce il ne fait pas son travail de recoupe des sources, et il est essentiel quand on est journaliste, pour avoir une certaine fiabilité, de recouper ses sources, et donc moi, aujourd'hui, quand Clément Garin sort une information, je le prends toujours avec des pincettes, je le mets toujours au stade de rumeur et de conditionnel. Et je ne dirai jamais qu'une information qui vient de Clément Garin est juste tant qu'elle n'a pas été confirmée. Contrairement, par exemple, aux Parisiens qui peut faire un vrai travail de fiabilité, ou d'autres journaux qui peuvent exister, Le Monde, Mediapart, voilà, plein de grands médias, de journalistes qui ont fait leurs preuves, qui ont prouvé par leur travail que lorsqu'ils sortent une information, elle est véridique. Mais même nous, en tant que journalistes, quand on travaille en rédaction, ou même ici, moi, avec ma casquette de journaliste, je dois toujours essayer de penser contre moi-même, ne pas
faire 100% confiance et parfois aussi d'aller vérifier les informations quand elles sortent. Donc voilà ce que je pense de Clément Garin en restant en effet le plus neutre possible. Je suis pas là pour faire du clash ou quoi, mais et je lui incite vraiment à vérifier ces informations et à faire attention parce que des fausses informations, il en diffuse. Et là, typiquement, il est allé plus vite que la musique sur Ardisson et on en parlera tout à l'heure. Donc ma semaine, elle s'est très bien passée, Thomas, et j'espère que la tienne aussi. Pourquoi les médias ne traitent pas la situation d'Ardisson? Je t'en parlerai. J'en parlais à Yassif tout à l'heure. Tu peux dire que c'est un journaliste, il a quelques scoops, mais ses méthodes font que exactement. Voilà, c'est ce que je viens de te dire. Voilà, on a l'air plutôt cohérent sur les choses. Hormis Garin, personne ne parlait de la situation de Nana comme les médias people. Mais on en parlera, on va en parler tout à l'heure. Le problème, c'est que la vie publique de ce garçon est une télé 2.0. On oublie qu'il est journaliste. Exactement. Et le problème, c'est juste la rapidité, mais aussi la rapidité et le fait qu'il sort des fausses informations parce qu'il est manipulé et qu'il ne sait pas qu'en tant que journaliste, on peut se faire manipuler par ses propres sources. Donc, il est essentiel de toujours penser contre soi-même. Pour continuer un peu sur la grille de BFM TV, quand même, on était sur cette grille de... C'est un salut de Nantes, salut Antonin. On a des Nantais. Il va toujours hyper vite, quoi. Ouais, ouais, il va vite et surtout, il ne fait au-delà de la vitesse. On pourrait, si sortir la vitesse en faisant des. Eh bah, salut de Chartres aussi, Manu. Ciao, user. S'il vérifiait ces informations, il pourrait aller vite. Il n'a pas la démarche journalistique dans ce qu'il fait. BFM TV, donc du coup, on a cette tranche 10h midi avec Julien Arnaud. Donc Julien Arnaud qui va basculer là, qui sera face à Pascal Pro sur une partie. Donc c'est intéressant à suivre. Christophe Delay qui sera également présent à la mi-journée. Et le soir, pour remplacer Benjamin Duhamel, on retrouvera, bonne soirée, évidemment, notre très bon Marc Fauvel, ancien de France Info et de France Inter, qui aura des nouvelles manettes et qui aura cette tranche du soir. Donc voilà, BFM TV a une grille. Aujourd'hui, il y a une grille. Une grille qui s'est ajoutée aussi avec des petits nouveaux, puisqu'ils sont partis chercher deux journalistes de LCI, deux jeunes journalistes de LCI. On trouve notamment, du coup, Paola Puerari, qui sont partis chercher du côté de LCI, qui aura cette tranche 17h20 le week-end. Elle était passée notamment par Canal+, France 2, 28 minutes. On aura également Émilie Broussoulou, qui était aussi de LCI, qui sera aux commandes du 22h minuit le vendredi, le samedi, le dimanche sur BFM, et qui feront leur entrée le 25 août. Et il y a aussi une personnalité qui arrive directement de France Info, qui s'appelle Alix Doge, qui est une chroniqueuse culture, et qui prendra place sur cette tranche. Et on retrouve aussi Arthur Berda, journaliste du Figaro, qui sera dans la matinale de BFM TV aux côtés de Dominique Tenza et de Perrine Storm. Donc voilà. Donc c'est le grand projet de BFM TV. On n'a pas des grosses pointures. On a quand même des journalistes d'une certaine renommée sont réputés pour le travail qu'ils peuvent faire. Et ça reste un travail qui est pour le moins intéressant. C'est vrai qu'on s'attendait à un très très gros mercato de la part BFM TV. Il peut être décevant. Pas de Calvi, pas de la Tour du Pain à ce stade, Yassif. Donc, pour le moment, on est sur cette grille-là, journée. On aura encore du Truchot, on aura encore du Marshall, on aura encore voilà, ces visages du Julie Hamet. On aura vraiment l'ensemble de ces visages-là et on verra ce que ça donnera à l'entrée. Bruce Willis, c'est la belle-fille de François Hollande. Exactement, exactement, Béatrice. Tu es bien informée, Béa. BFM, ils doivent être dégoûtés de ne pas avoir Salamé. Ils ont essayé, ils ont tenté. Alors, quelle vie sur BFM TV, c'est officiel parce que il y avait du coup Calvi 3D, Tcha Tcha Tcha. Non, alors Johan, je sais pas où tu as eu du coup cette information-là. Je ne sais pas où tu as eu cette information-là, mon cher Johan. En effet, on est en attente, mais pour le moment, Yves Calvi n'est pas annoncé. Alors je ne sais pas où tu as eu cette information-là. Il y a un fan de CNews, il a le droit de l'être dans le chat. Dommage pour la Tour du Pain, pour toi Paquita. Donc pour le moment, Pascal, la Tour du Pain, on ne sait pas trop exactement où elle sera. Désolé, ce n'est pas signé. Voilà, c'est pour ça. On ne sait pas encore. On va dire, Johan, si toi tu as cette information-là ou que c'est pas signé, on peut utiliser une forme de conditionnel, on va dire, pourrait arriver sur BFM TV. Mais en tout cas, moi, j'ai pas cette information-là. On l'avait évoqué comme possibilité, hein, au vu du mercato. Oui, il y était avant. Il faisait Calvi 3D. Calvi 3D. Calvi a fait beaucoup de tranches. Il a été sur Canal+, il a été sur BFM TV, sur LCI, sur France 5, sur France Télévisions.
Donc voilà, il est certainement en négociation, c'est possible, mais voilà, on ne sait pas quelle place lui mettre aujourd'hui, et donc c'est possible qu'on ait une place le week-end s'il devait rejoindre BFM TV. Mais pareil, on est quand même sur une personnalité, un visage qui est un peu sur la fin, quoi. Est-ce qu'on va encore le trouver ou le mettre? Bonne question. Comme voilà, on sait que Jean-Jacques Bourdin est encore sur le marché, donc ce qu'une chaîne tendra le voir sur BFM TV, s'il y a très peu de chances, mais on ne sait jamais. Dans les médias, tout est possible. Et comme dirait Pascal Pro, un ennemi, c'est quelqu'un avec qui on n'a pas encore déjeuné. Donc, donc voilà. Toujours du côté des matinales, parce que c'est un peu les infos qu'on a eues récemment. Ça bouge quand même pas mal du côté de Bonjour. Bonjour rallonge sa matinale. On voit que l'émission va être rallongée d'une demi-heure supplémentaire, puisqu'elle ira jusqu'à 9h30. Non, ça terminera même vers 10h au lieu de 9h30. Et c'est un vrai challenge, c'est la fin. Et te saoule pour toi, Paquita Calvi. C'est la fin, du coup, ils annoncent aussi en même temps la fin de Téléshopping, hein, la fin de Marie-Ange Nardi. Et donc, bonjour, qui continue sur cette excellente progression hein, qu'il y a pu y avoir tout au long de l'année euh, pour, euh, pour Bonjour. Et donc, pour prendre cette place, il leur donne du temps. Et donc, oui, la fin de Téléshopping, on s'y approche. Mais Bruce Toussaint a une très très bonne image auprès du grand public. Bruce Toussaint confirme son projet de matinale qu'il peut avoir sur TF1. Et donc voilà, on a cette nouvelle tranche qui s'agrandit de TF1, qui vise toujours à gagner encore plus de téléspectateurs, à aller venir titiller Télématin. Et peut-être un jour, hein, qui sait, les courbes vont se croiser. En tout cas, c'est le projet de TF1, ils vont le faire petit à petit. Leur record d'audience est de 15%. 15%, ils l'ont fait lors de leur lancement, ils s'y approchent petit à petit, et c'est peut-être le projet qui pourrait arriver très rapidement. Donc très bon choix pour la présentatrice des animaux à adopter, exactement, puisqu'il y a des recrutements à venir. Quid de TF1 en matinée de septembre à décembre 2025. On verra bien, Manu Lassab. On verra. Je sais pas si toi, tu as des pistes sur ces informations, Manu. Mais, et Apathy, à part sa chronique chez Quotidien, il serait top sur BFM, non? Bah, on l'avait lancé sur BFM TV. Pour le moment, il est que sur Quotidien. Après, pareil, Jean-Michel Apathy est libre. Il y a encore plein de choses qu'il pourra faire et peut-être même qu'on pourrait le retrouver aussi dans d'autres émissions. Je pense que ce serait pas étonnant de voir Jean-Michel Apathy collaborer même avec une nouvelle station radio, hein. Il y en a beaucoup qui peuvent l'attendre. Et donc dans Bonjour, on a des nouvelles personnalités, puisqu'on retrouve aux côtés d'Adrien Gindre et de Alba Ventura, Nicolas Dose, donc cet expert économie, vraiment cette personnalité qui est reconnue hein, pour être un vrai expert en économie, qui vient de BFM TV, qui était recruté notamment pour LCI et qui sera aussi dans la matinale de Bonjour lorsqu'il faudra évoquer des sujets économie et être en mesure, voilà, d'aborder et de vulgariser cette information-là. Ouais, pour toi, c'est trop vu. Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup, ce serait peut-être temps aussi un renouvellement de ces visages. Ça marche bien, finalement. Bonjour. Ouais, ça marche vraiment pas mal. Donc, ouais, Nicolas Dose, très très bonne recrue, que ce soit pour le groupe TF1. Et je pense que c'est une recrue qui a vocation vraiment de continuer à grimper. On retrouvera du coup aussi Anissé Mbida, qui était auparavant sur Télématin depuis très longtemps. Et ça, pareil, on vient recruter chez la concurrence. Donc, ce journaliste qui a une qualification sur les technologies et les innovations euh, aura du coup cette nouvelle bande avec lui sur Bonjour. Et donc, on a cette arrivée de Sandrine Narcizet, ancienne de C8, qu'on voyait à la fois dans les animaux adoptés, mais aussi dans des émissions sportives comme Gym Direct, et qui débarque pour son profil justement sportif, parce qu'elle va pouvoir aborder les sujets pour les étirements du matin. On est vraiment sur un modèle quasiment C8ien, qui rappelle aussi William Hamidi, donc serviciel, des sujets qui viennent aider le quotidien des Français. Et c'est aussi la ligne éditoriale de Bonjour qu'on trouve aussi un tout petit peu dans le Trésor de TF1. Téléshopping sur TMC de septembre-décembre pourrait être une possibilité. Faudrait voir le cahier des charges, Manu, de TMC, ce qu'ils ont le droit de faire ou non. Parce que je crois qu'il y a c'est des possibilités qu'on peut avoir dans le cahier des charges. Tout n'est pas possible. Oui, ces changements, c'est la fin de Téléshopping. Après, on va pas se mentir que Téléshopping, on est sur un format
car le modèle du shopping à la télévision est un format qui se réduit, qui a vocation à disparaître aujourd'hui avec l'ensemble des publicités, des sites internet qui existent. On est la publicité voilà en ligne qu'on peut avoir aujourd'hui. Téléshopping est peut-être moins prescripteur qu'à une époque. Ce serait bien d'avoir des économistes un peu plus modérés. Bah, je pense que Nicolas Dose apportera cette chose-là. Téléshopping faisait 60 000 téléspectateurs. C'est pas énorme non plus. J'arrive pas. Ça dépend de la PDA à l'heure à laquelle ils sont diffusés. Ça dépend vraiment de la PDA. Donc voilà, Téléshopping et son arrêt est prévu le 31 décembre 2025. Et qui du coup laissera davantage place à ces feuilletons. Donc les programmes vont évoluer, hein, on va avoir un petit mouvement, c'est ça qui est assez intéressant. Et donc du coup, voilà, ce que rappelle, donc je suis sur Pure Média, hein, mes collègues de Pure Média. Merci beaucoup en tout cas pour vos vidéos sur TikTok. De rien, Paquita, j'espère que ça vous intéresse, que ça vous plaît, hein, j'essaie de continuer à en faire euh, pour créer justement la possibilité voilà, d'un journaliste sur TikTok. Donc je suis content que ça vous plaise. Matinale de BFM TV s'appellera BFM Première, et si vous voudrez plus info et plus convivial. Ça le voulait déjà un peu avant, mais c'est vrai qu'il y avait quand même de l'info pas mal, Johan. Mais en effet, c'est leur vocation, et leur vocation, c'est de retrouver cette place de première chaîne d'information, même sur un matinal, hein, puisque CNews est très très fort, hein, avec, euh, avec des arbres. Romain des arbres. Faisait entre 3 et 6% de part de marché en matinale. Ouais, c'est plutôt faible, Manu. C'est plutôt faible. Trop chouette, Paquita. Trop chouette. Donc du coup, ouais, pour la matinale de TF1, comme on voit là, le bilan d'audience sur TF1, ils ont passé le cap des 400 000 téléspectateurs pour la première fois le 7 juillet. Et la part d'audience a même été atteinte à 13,5. La moyenne sur la saison est de 307 000 et de 10,2. Donc plutôt satisfaisant, sachant qu'ils partaient très loin par rapport à la concurrence. Et l'objectif, c'est vraiment d'aller shipper une partie de l'audience de Télématin. Il est vrai que la matinale de BFM a perdu presque un... Ouais, complètement. Tout à fait, Yon. Tu es très très bien informé. Et c'est ça qui est très chouette aussi. Très très chouette. Ouais, c'est fou, hein. Parce que je sais pas si tu te souviens, Johan, à une époque, on disait même que BFM TV, la matinale, pouvait aller concurrencer Télématin. On y avait ce projet même de faire se rencontrer les courbes. Aujourd'hui, elles ont chuté. Et ça a complètement changé. Na, ni, in, ni. J'ai pas compris ce que tu m'as dit, Sylvie. Depuis janvier 2025, la matinale a dépassé également les 10%. Ouais, ouais, complètement. C'est Christophe Delay disait vouloir titiller. Exactement, Johan, t'en souviens bien. Bah, Johan aussi, tu es un expert média, je présume, pour avoir ce niveau d'analyse. Et en effet, tu as complètement raison, Johan. Je vais dans ton sens. Alors, je voulais aborder un autre sujet qui correspond aussi à la télé-réalité, mais tous les événements qu'il y a pu avoir autour de Marianne. Le lancement de la matinale de TF1 a été lancé au bon moment. Ouais, bah c'était en janvier, hein, je me souviens aussi, Manu. Le cas Marianne de Secret Story. Je sais qu'on passe de l'info au divertissement. Les médias, c'est extrêmement large, et en effet, Secret Story, c'est extrêmement large. Il travaille pour le service communication de BFM entre 2008 et 2010 et suit toujours sur cette chaîne. Ok, ah ouais, bah on s'est pas côtoyé, du coup. J'ai connu d'autres personnes. Oh non, d'autres personnes au service communication de BFM, mais on s'est pas côtoyé, mais trop chouette. D'ailleurs, BFM TV, je leur souhaite, et je le dis souvent ici, hein, euh, moi ça m'attriste quand on parle d'une station qui perd ses journalistes, qui perd ses rédacteurs. Euh, je tiens à rappeler les gens qui veulent mettre BFM TV au même niveau que CNews. BFM TV, c'est une rédaction qui est très diverse, avec des journalistes qui peuvent couvrir de grands territoires, qui font de l'information de terrain, qui vont produire cette information-là, qui ont des émissions de reportage, là où CNews a des rédactions bien plus réduites et où le fonctionnement de la chaîne fonctionne davantage sur un modèle de débat, et donc du coup le débat, les plateaux, faire venir des éditorialistes toute la journée pour débattre sur l'actualité coûte extrêmement moins cher que produire l'information. Et l'information, ça a un coût, et c'est aussi l'occasion de défendre BFM TV, c'est aussi parler de ça, de dire que l'info a un coût, et on doit se dire que avoir un BFM TV en difficulté, c'est, ça reste quand même pas bon signe pour la démocratie et pour la liberté de la presse et de l'information. Et il faudrait quand même pouvoir défendre le journalisme et ces journalistes qui vont sur le terrain et qui sont parfois mal représentés par des éditorialistes qui sont eux sur le plateau. BFM TV, je sais pas si actuellement ils sont rentables. Je pourrais pas dire, François. Je suis d'accord, très peu de reportages sur CNews hormis à matinale, c'est ça. Voilà, parlons de Marianne un tout petit peu.
Donc Marianne, je valide, on confond trop souvent BFM TV qui met en avant la polémique et CNews qui fait de la propagande. Pour toi, Kaiser Shafe. Tout à fait. Après, on a le droit d'être critique de BFM TV, hein. En revanche, voilà, c'est important, vous avez le droit d'être critique, de pas être d'accord sur certains angles, certaines approches de certains éditorialistes. Mais je tiens vraiment à souligner les deux différences qu'on peut avoir entre CNews et BFM TV. Parce que chaîne locale BFM, je crois qu'elle ne fonctionne pas extrêmement bien, dans mes souvenirs. BFM est rentable, CNews le sera en fin d'année 2025. T'es sûr que c'est rentable, BFM TV, même avec la chute d'audience, Johan? Ça m'interroge. BFM ne devrait pas se fourrer avec un Louis Sarkozy pour Béatrice. Ouais, ouais, en effet, en effet. Après, il y a eu d'autres personnes, hein. Charlotte Dornelas a longtemps été sur BFM TV aussi, qui représente une ligne aussi bien à droite. Euh, Man est entrée en soins en maison de santé la pauvre. Exactement. Donc Marianne, c'est une candidate de Secret Story qui fait son entrée et donc qui est enfermée dans la maison. Et, je fais de manière vraiment chronologique. Marianne commence à avoir des comportements plus que déplacés envers certains candidats et candidates particulièrement que l'on voit dans les lives, uniquement dans les lives. La production décide de ne pas montrer les situations qu'on peut qualifier de harcèlement dans l'émission Secret Story et donc présente Marianne dans la quotidienne de manière plutôt lambda, pas spécialement à la mettre en avant. En revanche, dans Secret Story, dans le live, on la voit être plutôt agressive, à critiquer souvent Romy et Anita, et les internautes commencent à avoir une opinion plutôt partagée, voire négative de Marianne. Surtout qu'elle ne s'arrête pas, elle continue, elle continue. On déterre des commentaires, pour le coup, qu'on peut qualifier de racistes sur les réseaux sociaux provenant de comptes de Marianne. Donc, crée du coup toute une timbale. Arrive du coup son éviction de l'émission, où elle reçoit très peu de votes. Elle se rend compte que le public est extrêmement violent. Et donc là, en sortant dehors, elle reçoit du coup un contre-coup, c'est-à-dire une violence de la part des téléspectateurs, des internautes sur les réseaux sociaux. Elle le subit extrêmement mal. Et je reviens juste, elle finira créer une chroniqueuse sur CNews pour un Snyder Cédric. Mais FM est bien rentable depuis quelques années et le demeure grâce au tarif plume négocié fin 2020. Ok, Johan, d'accord, bah, je te source, je te source. C'est ce qui se passe, la nana termine en HP à cause d'un comportement que la prod aurait pu prévenir. Alors maintenant, la production, je n'ai pas enquêté sur le rapport à la production. Il faudra comme se rappeler que la production n'a pas mis en avant dans les quotidiennes le comportement de Marianne, s'il fallait prendre la défense dans des molles. En revanche, est-ce qu'il aurait fallu avoir un suivi davantage en aval après son élimination? Faites attention, tu as un son d'un site web qui est en fonctionnement. Ouais, tu as raison. Je le sucre. Merci, merci Manu. Euh, mais voilà, elle arrive à un niveau où c'est tellement violent. Est-ce que on avait prédit assez du côté des psychologues en amont? Est-ce qu'on aurait dû davantage enquêter sur le passif de Marianne avant d'accepter de la mettre à l'antenne? Est-ce qu'il aurait fallu intervenir bien plus rapidement, recadrer bien plus sèchement dans l'émission et avant que ça s'enlise dans le programme? En effet, on peut refaire le match, mais par contre, voilà, on en arrive aujourd'hui à un stade où Marianne est obligée d'aller dans une maison de repos à la suite du harcèlement, du cyberharcèlement, qui est en effet condamnable et qui est interdit et qu'il faut condamner, hein, que je condamne évidemment, hein. Mais voilà, il est important de remettre tout le contexte. N'a pas été cyberharcelé pour rien, il y a un passif derrière. En revanche, le cyberharcèlement est interdit et est essentiel de le rappeler. Pardon, mais ce sont des adolescents, ce sont pas des adultes qui devraient faire attention à leur discours. Tout à fait, Béatrice, tu as 100% raison. C'est pour ça que j'essaie de remettre du contexte, il faut mettre de la nuance. Salut Thomas, on en fait trop autour de Man enfin, Secret Story et là dehors. Ouais, bon après c'est un sujet, hein. L'histoire est un peu étrange, tout à fait, Kenza, tu as raison. Un encadrement plus sévère a dû être envisagé par des molles et pas une vulgaire mise au point. Exactement, après, c'est difficile de refaire le match. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? On en a parlé dans l'ancien live. Est-ce qu'on aurait dû l'exclure carrément? Est-ce qu'on aurait dû punir? Est-ce qu'on aurait dû créer une sanction particulière? Ça a été très difficile, surtout que voilà, c'est des propos qui sont à la fois déplacés, euh, douteux, mais qui peuvent aussi amener à l'interprétation. On est plus sur de l'harcèlement, sur de la provocation envers un public. Donc voilà. Et pourquoi Jérém Star est au centre? C'est elle qui a décidé d'aller chez Jérém Star, hein, aussi, hein. Euh, En effet, Brahms, je te rejoins. Oui, en effet, Brahms, ça me fait partie. C'est un autre sujet encore. Mais en effet,
Tu as regardé l'interview, il est parti la voir aujourd'hui. Il est reparti la voir aujourd'hui. Je l'ai vu l'interview, c'était quand? Hier? Ah, non, jeudi, il y avait déjà l'interview, je crois. Euh, dans mes souvenirs? Ouais, dans mes souvenirs, il y avait déjà l'interview. Euh, donc, euh, donc, clairement, voilà, elle décide aussi d'aller chez Jérém Star pour pleurer. Donc, voilà, il y a un contexte, il y a un cas qui est plutôt étrange. Je pense qu'il faut pas charger à 100% en démol. Après, est-ce que tout a été fait exactement? Je ne sais pas. Maintenant, cette jeune femme, il faut qu'elle se repose, il faut que le cyberharcèlement cesse, mais il est essentiel de rappeler que le racisme est puni par la loi, que le harcèlement et le cyberharcèlement sont punis par la loi. Il est important de le faire. Pourquoi elle va chez Hamstar? En effet, c'est très bizarre. En effet, c'est très bizarre. Je suis d'accord avec vous dans le chat, hein, je suis 100% d'accord avec vous. Ça interroge complètement, que ce soit le cas Marianne dans Secret Story. Donc voilà, donc maintenant on va continuer à suivre, hein. Secret est une soirée spéciale. Ça fonctionne plutôt bien toujours sur les cibles. Maintenant, ça fait pas des gros cartons d'audience, c'est pas une émission qui rassemble. C'est nous devenu bénéficiaire depuis mars 2024, selon le point. Ok, je crois que tu as raison, Johan. En effet, j'ai vu voir passer ce truc. On va en parler, on va en parler. Tu vois qui en finale? Romy, Meyer et Ethan, s'il fallait donner mon pronostic. Les médias maintenant sont scénarisés, en tout cas dans le divertissement, oui, hein. Est-ce que la production a été un peu dépassée par les événements? C'est possible, Béa. Après, il faudrait que eux-mêmes interviennent, eux-mêmes viennent parler, viennent communiquer, hein. C'est aussi leur rôle, hein, de communiquer sur ce genre de médias. Mais en effet, ça serait intéressant de savoir ce qu'ils en pensent. Interville, est-ce qu'ils confirment leurs audiences? Pour vous rappeler, Interville a débuté avec 3,3 millions de téléspectateurs, euh, cassant tous les pronostics, notamment du petit milieu parisien, journaliste. Je vous rappelle qu'on l'avait regardé ensemble en direct et que moi, je vous avais déjà dit que je trouvais que c'était l'ambiance d'Interville. De là à vous dire que j'allais regarder, pour moi, c'est quelque chose de très enfantin. C'est un public plutôt enfantin. On est vraiment sur quelque chose de très potache, hein. Pour moi, Interville a toujours été potache. Donc, l'ayant vu, j'ai trouvé ça aussi un peu potache. Je ne suis plus le public, mais oui, il y a des choses qui sont certainement un peu critiquables, toujours dans une production, mais de là à la retrouver aussi mauvais que les gens ont pu le dire, non, j'ai retrouvé aussi l'esprit d'Interville. J'aurais bien aimé avoir plus de compétition, peut-être Nagui et Guillon se mettre dans cette compète-là, mais ça aurait été intéressant. Donc en effet, ça a débuté très très haut. Comme certains l'ont dit, il y a eu une perte d'audience, il y a eu l'effet de surprise, l'émission a baissé, mais a gardé son ambiance d'époque. Voilà, tout à fait, Yoann. Moi, ça reste là du coup mon opinion, mon analyse par rapport à ce que je connaissais d'avant. Je suis pas le public, je pense pas que je vais le regarder, mais c'est comme ça qu'on peut le voir. Ils ont fait une big deal, l'effet nostalgie. Deuxième numéro bien mieux produit que le premier numéro très kermesse. Exactement. Après, de toute façon, Nagui, ça reste un producteur. Ça reste un expert. Ça reste quelqu'un qui connaît. Quand Nagui évoque un problème de droit pour le générique culte, refus d'utilisation ou trop cher, je sais pas. En tout cas, du côté des audiences, ça a fait 2,4 millions, 17,1%. Oui, ça a chuté, ça a perdu 900 000 téléspectateurs. En effet. Mais, il est important de le rappeler, 2,4 millions de téléspectateurs durant l'été, c'est une excellente performance à cette époque de l'année, à cette période où on a une chute d'audience. 17,1, il y a eu des gens qui sont partis, qui n'ont pas regardé. Je peux le comprendre. On a les visiteurs qui tapent même pas les 3 millions, hein, qui font même pas les 20%, qui font 2,9% et 19,5%. Gap, Bourgoin-Jallieu, Interville, 2,4 millions. Ça reste quand même un excellent score. Quand on connaît la télévision, c'est une berce, certes, mais c'est un excellent score et il est important de le souligner, de pas non plus voir toujours tout est noir. Je ne suis absolument pas financé par France 2, évidemment. Mais par contre, voilà, c'est un très bon score. On voit que sur les jeunes, sur les 25-49, ça fait 17,2. Sur la fameuse cible commerciale des femmes responsables des achats de moins de 50 ans, on est une cible de 17,7. Et donc, pareil, je trouve que ça reste quand même des bons scores. Certes, on n'est pas sur les scores aussi élevés, au-dessus de 20%, mais on est quand même à 17%. Si on devait passer en dessous des 2 millions, on pourrait s'interroger. En revanche, à 2,4 millions, on est, je trouve, toujours sur une très bonne audience. À voir maintenant jusqu'où ça va tenir. S'en retrouver en effet. Les animateurs étaient plus partisans et soutiennent leur vie. Exactement, moi j'aimais beaucoup ça à l'époque. Pour toi, François, ça baissera encore cette semaine, on verra, hein.
Bon, moi, je veux bien qu'il faut protéger les animaux, mais Interville sans les vachettes, c'est un peu fade. Ouais, ouais, je comprends. Je comprends aussi, hein, ça amène du débat. Ça coûte cher une émission Interville, extrêmement cher, extrêmement cher. Foucault soutenait son équipe du Sud et Courbet, bon, ouais, ouais. Salut, pourquoi? Oui, alors ça coûte extrêmement cher ce type d'émission, mais ça se veut aussi populaire. Et comme je dis, 2,4 millions, quand on voit le marché qu'il y avait, voilà, on voit aussi clairement le succès du film, des films populaires, Les Visiteurs, c'est pas mal. Arnaque est plutôt une déception sur M6, hein, en dessous du million, 5,6% du public, 6% sur FRDA. Pour le coup, Arnaque est décevant, clairement décevant. Et du côté de Secret Story, on est sur une hausse, une légère hausse à 577 000. La soirée spéciale, 11,3 quand même sur les FRDA, ce que j'expliquais pour TFX, ce sont des très bons scores sur cible. Et donc le jeudi soir, cette bataille Secret Story, film populaire, Interville, est très intéressante à suivre. Et c'est intéressant de voir maintenant le soir 3, est-ce que on va avoir une audience qui se maintient à 2 millions pour Interville ou si on a quelque chose qui chute complètement. Pour Courbet, ça a été une belle arnaque. Ouais, bon, en tout cas, ça n'a pas fonctionné. Dans une soirée quand même à enjeu. Et comme Courbet le dit lui-même, parfois il y a peut-être un peu trop de Courbet à la télévision. Et donc ça peut interroger un tout petit peu. On va aborder le sujet qui vous intéressait énormément, ce point d'interrogation sur Thierry Ardisson. Euh, Grand monsieur Thierry Ardisson, Secret Story menace drôlement l'interview sur les cibles, ce qui est normal. Ouais, complètement. Euh, Thierry Ardisson, je vais vous raconter un peu l'histoire. Je vais vous raconter un peu l'histoire, ce qui se passe actuellement. Thierry Ardisson, grande légende de la télévision, rien à dire. On n'aime pas, c'est une légende de la télévision. Il a marqué la télévision, c'est un monsieur qui vient de la publicité, qui a créé de super slogans qui existent encore. Ovomaltine, c'est de la dynamique. Chaussée et aux moines, c'est Thierry Ardisson. La paire, il n'y en a pas deux, c'est Thierry Ardisson. Thierry Ardisson, c'est aussi des émissions. Faubourg Saint-Honoré, tout le monde en parle. Salut les terriens, les terriens du dimanche. Thierry Ardisson, c'est créer des. Ah, on entend les feux d'artifice à Clichy, là, c'est assez marrant. Euh, donc Thierry Ardisson, c'est un homme, au-delà de l'animateur, il a révolutionné les talks avec son ton acéré, punchy, parfois aussi déconcertant. Ses invités divers hein, qui vont vraiment des stars internationales aux hommes politiques, oui, aux femmes politiques évidemment, et aussi à ceux qui défraient la chronique, hein, qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir. Donc Thierry Ardisson, c'est tout ça en même temps. Thierry Ardisson, c'est un homme de publicité, comme je disais tout à l'heure, mais c'est un concepteur, c'est Hôtel du Temps. Et Thierry Ardisson devait avoir encore énormément de projets hein, avec France Télévisions qui doivent venir, qui développent parce que c'est quelqu'un qui imagine énormément de formats. Donc c'est tout ça Thierry Ardisson. Thierry Ardisson, j'ai même eu la chance de l'interviewer, une superbe interview que vous pouvez retrouver sur Pure Média. Je leur fais un peu de pub, mais c'est mon ancienne maison et ça restera toujours un peu mon ADN. Salut Sévan. Thierry Ardisson, ça reste quand même voilà, quelqu'un que j'ai pu faire en interview pour vous raconter même un peu les coulisses. C'est lui qui me voulait en interview après que j'ai pu faire l'interview euh, de Léa Salamé. Il a vu l'interview de Léa Salamé, Thierry Ardisson. Thierry Ardisson apprécie beaucoup Léa Salamé. Et il appelle du coup ma rédaction et il dit je voudrais que Florian fasse mon interview. Et donc du coup, il m'interview pour le doc sur la publicité. On va dans un hôtel parisien magnifique. Il avait réservé vraiment tout lieu pour l'interview. Il me dit Florian, t'as 30 minutes. T'as 30 minutes avec toi. Donc 30 minutes avec Thierry Ardisson. Je me suis dit, putain, mais moi j'ai prévu une interview d'une heure. Il y a tant de choses à dire à Thierry Ardisson. Donc ce personnage qui est extrêmement cash, qui est direct, moi je vis un moment unique, hein, j'ai eu cette chance, un moment unique avec Thierry Ardisson, ça a duré 1 heure et demie. Il m'a dit, je te dis une demi-heure parce que si c'était chiant, je t'aurais dit que je devais partir. Il avait une interview derrière, il m'a dit, j'en ai rien à foutre, je veux rester avec toi, c'est super intéressant. On a une interview cash, il te parle de l'histoire de la pub, il te parle de l'histoire de la télévision, de l'évolution, de Squeezie, donc voilà, Thierry Ardisson, c'est énormément de choses. Donc voilà pour vous situer, je touche du bois parce que j'ai pas envie qu'il lui arrive quoi que ce soit. 30 minutes, c'est beaucoup, je trouve, en fin de jour, c'est beaucoup. C'était l'interview écrite, donc c'est aussi l'occasion.
de faire des longues interviews, d'être sur le long. Moi, j'aime beaucoup ça, pouvoir prendre son temps, de creuser, créer un lien aussi. C'est un exercice que j'aime le plus. Et donc, oui, c'était pour le doc sur la pub. Et aussi, en effet, j'ai pu faire cette interview-là. Et ça s'est aussi très bien passé, parce que j'ai apprécié le doc sur la publicité, qui est vraiment génial. Et qui nous retrace aussi notre société. Et j'aime beaucoup la pub. J'en parle très souvent, on en parle très souvent ici. Non, c'était pas en vidéo, c'est une interview, du coup, écrite, donc retranscrite. Euh, et donc, vraiment, je pourrais vous raconter les détails, mais c'est pour vous dire comment moi, c'est aussi Ardisson, une personnalité que j'admire énormément. Donc, on apprend il y a quelques jours, il y a déjà une semaine, Anne-Claire Coudray a annoncé un très bel été aux téléspectateurs, puisqu'elle disait qu'elle ne sera pas là la semaine prochaine, elle sera remplacée par son joker, Audrey Crespo-Mara. Audrey Crespo-Mara n'a pas été présente ce vendredi, et donc c'est Anne-Claire Coudray qui est réapparue à l'antenne, sans donner plus d'explications. Donc ça, on n'avait pas plus d'informations. Ce qui s'est passé, c'est que une rumeur a tourné dans les rédactions et est montée jusqu'à moi, hein, pour vous dire, comme quoi Thierry Ardisson serait gravement malade. Serait gravement malade. Sauf qu'il faut respecter, c'est important dans cette situation, respecter euh, les gens, l'humain. On est sur l'humain. Donc, en effet, il est possible, j'ai utilisé du conditionnel parce que je ne l'ai pas eu au téléphone et que il y a un devoir aussi de respecter les gens. Donc, si Thierry Ardisson, en effet, est malade, et c'est ce qui semble se confirmer, et qu'il pourrait être, voilà, dans une situation délicate, il est essentiel de le respecter et de respecter aussi la décision, en effet, le secret médical, tout à fait, hein, c'est pour ça, hein, que moi, je vous utilise énormément là de pincettes parce que journalistiquement, je ne peux pas m'avancer en annonçant n'importe quoi. Donc, il est important de prendre des pincettes et d'analyser en fait ce qui s'est passé. Donc, journalistiquement, on a ce type d'informations qui peuvent arriver. Et comme tout le monde, voilà, on respecte la dignité, on respecte aussi la communication de chacun. Peut-être que lui va revenir d'un communiqué, dire voilà, je viens me reposer et je reviendrai plus fort. Donc voilà, Thierry Ardisson, pour le moment, est à ce stade-là. Et si ça devait mal se tourner, je ne lui souhaite pas. Et vraiment, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui m'a marqué aussi en tant que téléspectateur et en tant que journaliste média. On laissera aux familles et aux personnes liées à lui le choix de la communication. Et la recherche du scoop est inutile et ne sert à rien. Et pourquoi je dis ça? En effet, il y a plein de choses qui parlent dans le chat et il faut garder de la mesure, c'est essentiel. En effet, comme tu dis, Johan, Clément Garin a indiqué des sources concordantes l'annonce de son décès et c'est honteux à partir du moment où il n'a pas eu vraiment les sources derrière, il a fait marche arrière, il ne s'est même pas excusé, il a été démenti immédiatement par Audrey Crespo-Mara, qui a dû être heurté comme pas possible. Il est essentiel vraiment de faire attention, de ne pas être dans la course au scoop. Parfois, à quoi ça sert d'être le premier à annoncer le décès de qui que ce soit? À rien. À rien. À part faire le buzz, mais à rien. À un moment, on peut aussi respecter les gens, respecter les personnalités, respecter ce qu'ils sont, peu importe ce qu'ils sont, hein, que ce soit Thierry Ardisson ou votre voisin ou un petit grand-père qui habite au fin fond d'un territoire rural, il est essentiel de respecter quand même la dignité humaine et donc du coup d'accompagner vraiment ces informations-là. Et donc tant que la famille, les proches ne communiquent pas, il ne faut pas aller plus vite que la musique. Je pense, voilà, c'est aussi déontologiquement, il faut faire attention. Ensuite, il semble, avec le démenti d'Audrey Crespo-Mara, que ça crée un malaise total, un malaise complet, et il faut faire attention à cette quête à l'information qui peut être plutôt dangereuse. Euh, et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Parce que Clément Garin est extrêmement suivi et il y a des comptes médias, des comptes d'information qui existent sur X, qui relaient cette information-là constamment. Et donc très vite, plein de petits comptes, un peu comme les Serfia et compagnie, Alerte, Média, Info, etc., je sais pas quoi, qui ont repris en citant Clément Garin. C'est qu'une fois que Clément Garin a supprimé son tweet, il ne s'est pas excusé, il n'a pas fait un mea culpa, son tweet est même un peu plus que déplacé en disant elle attend la sortie du documentaire. On parle d'une femme qui possiblement voit son conjoint malade. Il est essentiel d'avoir un tout petit peu de dignité quand même par rapport à ça et de s'excuser. Voilà, c'est juste ça. Ouais, il a dit qu'il était, mais qu'il couvrait le truc pour sortir un doc. Bah pour moi, c'est aller trop loin. On se souvient de l'épisode Pascal Sevran, bien sûr. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a eu des nécros qui sont sortis beaucoup trop tôt sur Banana Tapie alors qu'il était encore vivant. Euh,
Quand il était gravement malade, il y avait eu aussi Hanouna qui avait posé des questions à Sophie Tapi. Alors, votre père? Alors qu'il était entre la vie et la mort. Donc c'est vraiment compliqué. Tout à fait, c'est Van. L'AFP avait fait cet énorme coup sur Martin Bouygues, qui n'est d'ailleurs toujours pas mort, en annonçant son décès, en annonçant trop vite, en faisant un mauvais travail d'information qui avait du coup impacté toutes les rédactions. Parce que pour le coup, l'AFP, c'est une preuve de fiabilité. Et donc, avoir l'AFP qui annonce un décès, les autres rédactions estiment que c'est bon, c'est justifié. Malheureusement, l'AFP a fait une erreur, avait mal fait, pour vous donner dans les détails, c'est qu'ils ont eu écho d'une possible mort, ils ont appelé le village, on leur a dit Monsieur Martin est décédé, ils ont cru que c'est Monsieur Martin Bouygues, et ils l'ont confirmé. C'était pas un bon niveau d'information, et donc voilà comment ça peut être dangereux. Mais en effet, Thierry Ardisson, à l'AFP d'ailleurs, le journaliste a été licencié, hein, celui qui avait balancé cette information. Surtout la maladie ou la mort, on ne parle pas d'un transfert de chaîne. Exactement, madame. Exactement. Excusez-moi, il y a du bruit. Excusez-moi, il y a du bruit dehors. Clément Marron est malheureusement trop instable pour être pris au sérieux. Exactement, et c'est pour ça que moi je passe mon temps à vous dire de faire attention aux informations qu'il peut avoir, à toujours les prendre avec des pincettes et les remettre en question, à les vérifier si d'autres sites en parlent, si aucun autre site en parle, bah partez du principe que il est possible que ce soit pas vrai. Et c'est un moyen de vous protéger face à la désinformation. Et au danger aussi du manque de dignité envers les personnes. Euh, mais non, il n'y a aucune naissance. Ouais, Tapi est annoncé mort plusieurs fois. Ouais, exactement, Seban. Merci le Gilles. Bon, on a déjà monté plusieurs fois très haut, hein. Il y a eu Pascal Sevran, tout à fait. Comme pour la mort de Johnny Day, où il était annoncé mort quelques jours avant sa vraie mort. Je sais pas si vous vous souvenez, hein, c'était incroyable. L'info est vraie. Non, non. L'information comme quoi Thierry Ardisson est décédé est fausse. C'est important que je vous le dise. Moi, je vous le dis ici en tant que journaliste. Elle est fausse. Voilà. Ouais, il y a les feux d'artifice, vous avez entendu. Ouais, ouais, ouais. Je suis entre Clichy et Asnières et actuellement le feu d'artifice, donc c'est super chouette. Et relayer les informations de Guérin sont exactement, et ces sites sont aussi très dangereux, donc toujours avoir un réflexe. Parce que voilà, Thierry Ardisson, c'est un grand monsieur. Il y a un doc que prépare en effet Audrey Crispo-Mara sur Thierry Ardisson qui devrait sortir. Son livre aussi, qui devrait être certainement très intéressant. Et il y a plein de projets à venir. Donc, il est essentiel de faire attention. Gallard a eu des rumeurs aussi sur sa mort. Mais ce que j'expliquais tout à l'heure, on a tous eu ces rumeurs-là. Manu, on a tous eu on est tous préparés. Vous savez que quand Johnny Hallyday est décédé, je le savais un jour à l'avance. En gros, on savait qu'il était pas très bien, sauf que il y a eu tout un système de communication. Donc nous, on avait les nécros qui étaient prêtes et étaient prêtes à être publiées. Et donc voilà, donc c'est possible. Donc oui, il serait malade, je vais dire ça, parce qu'il n'y a pas eu de communication sur Ardisson, mais en effet, il serait malade, Olfou. Et il serait malade. Et donc, voilà, nous, journalistes, on est obligés de préparer le terrain, mais il est essentiel de ne pas aller plus vite que la musique. Et ça montre aussi le fonctionnement. Par exemple, voilà, les sites d'information, les journaux ont des nécros écrites par des personnes, ce qu'on appelle comme des portraits. Ça s'écrit dans un contexte où sa compagne n'a pas présenté ce week-end et j'étais exactement Yassif. C'est aussi ceci, notre société a toujours vouloir un scoop en premier et finalement exactement le boss. C'est ce danger-là sur Thierry Ardisson où il est essentiel de faire attention à la manière dont les propos sont prononcés. Et donc, tant que aucun, aucune communication officielle n'est sortie et qu'aucun journaliste a vraiment fait son travail de journaliste, on va respecter la dignité de Thierry Ardisson et on va surtout espérer qu'il revienne parce que il ne faut pas espérer la mort de quiconque. Dans le métier, vous étiez au courant de sa mauvaise situation. Euh, moi oui, mais voilà, ça s'arrête là, ça s'arrête là. Voilà, je n'allais pas faire un truc. On ne sort pas même en conditionnel la possibilité de quelqu'un. Garin va se victimiser, couper son compte pour faire une pause. Oui, c'est ça, Manu, t'as tout compris le système. On espère qu'il revienne pour un tour de piste, exactement. Mais vous savez, on a eu pareil avec Michel Drucker, hein, qui a été aussi gravement malade. On peut en parler une fois qu'ils vont mieux, hein, évidemment. Michel Drucker, qui a été gravement malade. Et donc, du coup, on nous a dit vraiment de se préparer. Et pour vous dire, dans les rédactions médias, euh, Michel Drucker qui décède, un 14 juillet, les gens, ils rentrent de vacances, hein. Michel Drucker, c'est un breaking news sur les sites médias. C'est un breaking news à la télévision. Donc, c'est vraiment compliqué. Mais voilà, pour Thierry Ardisson, je garde de la mesure. Il faut garder un avis mesuré. Moi, pour vous dire, j'ai déjà écrit la nécro de quelqu'un. Pour vous donner une anecdote, j'ai écrit la nécro de quelqu'un qui, par la suite,
bah, je me suis retrouvé à l'interviewer. Et c'est pour le coup assez original. C'est-à-dire que j'ai déjà fait la nécro de quelqu'un. En vrai, à un moment, euh, non, pas Bouvard, Michel Polnareff était annoncé gravement malade, très gravement malade. Et donc nous, voilà, journalistes, on est obligé de préparer le terrain, on prépare. Donc moi, j'avais écrit la nécro. Donc le jour où il décède le plus tard possible, évidemment, pareil, c'est mon nom qui apparaîtra pour lui. Mais sur Pure Média, euh, c'était pas Florent Pagny. Non, bah Florent Pagny, on l'avait préparé, on l'a préparé. De toute façon, ça va dans toutes les rédactions, on prépare énormément de nécros, hein. Florent Pagny, on l'a préparé. Moundir, à un moment aussi, avec le Covid, était dans un état et c'était très dur. Je crois que j'allais avoir refusé d'écrire à Moundir parce que j'avais pu déjà échanger avec lui et c'est dur quand on connaît les gens de euh, écrire ça. Mais Michel Polnareff, je ne le connaissais pas et je l'ai fait par la suite en interview et je me suis dit, ouah, c'est complètement fou. Je ne lui dirai pas que j'ai écrit sa nécro, mais j'étais content de le rencontrer. Vraiment, c'est quelque chose qui est particulier. Paul Naref est toujours vivant, oui. Je vais vous faire le jeu vivant ou pas mort, mais ouais, Moundir pendant le Covid, tout à fait. Et en fait, Moundir, voilà, c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà pu échanger et que bah, quand on connaît les gens, c'est difficile d'écrire sur eux une nécrographie. C'est très difficile. Ça me rappelle un peu comme dans Les Traites, pour ceux qui ont vu Les Traites, quand on a demandé à Sophie Tapie de mettre un, un clou sur le cercueil de sa mère. Bah non, elle a refusé. Bah ouais, bah ce que je peux comprendre. Quiconque ne mettrait pas un clou sur le cercueil de sa mère. Et bah non, Ardisson, on n'est pas en fin de vie. Alors attention aux fake news. Comme j'utilise depuis tout à l'heure, on va dire un conditionnel. Euh, Ardisson serait malade, en tout cas pour le moment. Il n'y a pas grand-chose qui est... Moi, j'ai eu cette information-là comme quoi il est malade, mais je ne peux pas vous la confirmer. Je ne l'ai pas eu au téléphone. Il ne le confirmera pas et j'ai pas eu le temps de confirmer cette information-là. Donc il est essentiel de ne pas propager de fake news, de dire qu'il serait en fin de vie. Non, pas dire n'importe quoi. Je peux même pas vous dire qu'il a un cancer. Je ne suis pas au courant de ça. Mais par contre, journalistiquement, je vous parle surtout du fait que une information qui est portée par le buzz et par la volonté de scoop pour faire le plus de vues est extrêmement dangereuse. Et ce qu'a fait Clément Garin est extrêmement dangereux. Il est important de le dire. Même s'il pense avoir raison ou quoi, c'est extrêmement dangereux. Parce que sinon, il aurait pas retiré son tweet. Et il faut avoir. Il a des enfants. Je ne sais pas si. Je sais que Audrey Crespo-Mara a des enfants. Elle a un fils qui s'appelle Sekou Mara, qui a été formé au Girondin de Bordeaux et qui joue au foot en professionnel. Donc ça c'est fort. Lynn Renault est toujours en vie, bien sûr aussi, hein. Euh, il a trois enfants. Ok, ok. Voilà, sur ça, je n'avais pas cette information-là, Titi Ripo. Euh, mais, mais voilà. Donc, toujours faire attention à ce type d'informations-là. Et c'est très essentiel. C'est très essentiel. Donc, est-ce que c'est vrai ou pas? Je vous dirais que pour le moment, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est essentiel. Et respectons la dignité. N'annonçons pas les morts de gens qui ne sont pas décédés. On doit quand même tenir un peu de respect envers les personnes. Un garçon de fille. Bah voilà, Ralpha, tu m'as tout expliqué. Bon, exactement. Sa femme a démenti, a été plutôt sévère et il faut l'être. Et voilà, comme je l'explique depuis tout à l'heure, il faut être en mesure d'avoir une certaine retenue par rapport à ça. Donc voilà, je voulais finir sur ce sujet-là parce qu'il est assez essentiel. Merci à ceux qui m'ont suivi. N'hésitez pas à donner de la force à vous abonner. Ceux qui veulent rester, j'avais prévu un petit quiz spécial Nagui qu'on peut se faire sans trahison. Possible que l'Euro féminin ait battu le PSG en audience. On verra demain. On verra demain si les audiences du PSG ont été battues par l'Euro féminin. Je pense pas. Je pense que le PSG a quand même été davantage suivi. Mais Sekou Mara n'a pas été formé à Bordeaux. Il y a seulement jeu. Ah bon? T'es sûr de toi, Frédéric? J'étais persuadé. Attends, c'est Kumara. Ah ouais, je l'ai pas, je l'ai pas. Alors peut-être que t'as raison. Moi, je pensais il avait été formé à Bordeaux. Allez, un petit quiz Nagui. On se fait un petit quiz Nagui. Avec toutes les têtes, je vous lis les quiz. On va voir qui t'a parlé de l'affaire Beaugrand. Non, j'ai pas parlé de l'affaire Beaugrand. Là, j'ai absolument pas. Là, c'est des accusations ad hominem. J'ai absolument aucune info et je peux pas ni
Démentir, il n'y a pas eu de réponse ou quoi. Éprouver l'excitation à la mort de quelqu'un juste pour buzzer en premier, c'est un malsain. Exactement, c'est très malsain. Alors, on va voir déjà si vous êtes bon. Est-ce que le véritable prénom de l'animateur Nagui est Omar? Les tweets quand même. Bah, je sais pas s'il y a eu des fakes ou pas, Sévan. J'ai pas fait cette enquête-là sur faux, faux, faux. Alors moi, je crois qu'il s'appelle vraiment Nagui, donc j'aurais dit vrai. Non, j'aurais dit faux aussi, comme vous. Donc on passe sur le faux. Et c'est faux, en effet. Son vrai, donc, du coup, ouais, c'est ça. Son vrai nom, c'est vraiment Nagui. Et il est né à Alexandrie, en Égypte. Alors, quel média Nagui a-t-il créé en 1981? Est-ce que c'est une radio locale? Est-ce que c'est un magazine de presse écrite? Est-ce que c'est un service sur le Mittel Rose? Ou est-ce que c'est une chaîne de télévision? Oui, Antoine, en effet. Bon, ça date un tout petit peu. Une radio locale pour Jordan? Moi, je sais pas du tout ce que ça peut être. Alors là, c'est un service sur Mittel Rose pour Hello. Radio, radio, radio. Je serais allé sur une radio. C'est un homme de radio. Magazine de presse écrite pour Antonin. Moi, je serais allé sur la radio. Je trouve que il est très radio. Minitel Rose, ça te fait rien. Pour moi, il est très radio. Yes, radio. On va essayer de faire un sans faute, hein. Sur 14 questions, on va essayer de faire un sans faute. Quel jeu donne à Nagui ses premiers succès à la télé sur la 5 de 91 à 93? Au pied du mur, un pour tous, Géopardy ou que le meilleur gagne? Alors, que le meilleur gagne pour Jordan, DDD, moi j'avoue, je me souviens pas. Ça, alors pour vous dire, je suis né en 93, donc ça me rend un peu plus compliqué. Que le meilleur gagne. Ok, la brosse à dents, il n'y a pas la brosse à dents, Sévan. Ok, merci les anciens dans le chat. En effet, l'émission attire jusqu'à 12,6 millions de téléspectateurs. On sent que c'est une autre époque, hein. J'étais pas né, mais je sais. Ok, le boss. Et fait Nagui la nouvelle star de la télévision. Vous vous rendez compte? 12,6 millions de téléspectateurs pour un jeu. C'est ouf. Ouais, la brosse à dents, c'était sur France 2, exact. Alors, quelle émission Nagui présente-t-il de 94 à 96 sur France 2? N'oubliez pas votre serviette de plage, n'oubliez pas votre brosse à dents, n'oubliez pas votre papier toilette ou n'oubliez pas votre mousse à raser. Je pense qu'on l'a tous, on vient d'en parler à l'instant. François en a parlé, Sévan en a parlé. La réponse. Alors, n'oubliez pas votre serviette de plage, votre brosse à dents, votre papier toilette ou votre mousse à raser. Mais bon, je pense que vous avez trouvé tous. En effet, c'est la brosse à dents. Les anciens, non mais ça va pas. Ah, vous êtes un peu plus anciens que moi à un moment donné. 304 pourrait peut être sympa. C'est vrai que n'oubliez pas votre papier toilette, c'est plutôt chouette. Quelle était la forme du micro dans l'émission? N'oubliez pas votre brosse à dents. Est-ce que c'était un sexe masculin? Est-ce que c'était un pistolet? Est-ce que c'était un tube de dentifrice? Ou est-ce que c'était une baguette magique? Alors, le pistolet, le revolver, vous êtes... Non mais, Nagui, s'il passe sur ce chat, il va halluciner. Il y a que ses fans, là, il y a que ses fans. Excellent, putain. Par contre, en vrai, aujourd'hui, on va pas se mentir, ça passerait mal. À l'époque, le CSA n'avait pas apprécié la farce du micro pistolet. En effet, vous imaginez, ça passerait plutôt mal. Ouais. Bang bang, kiss kiss bang bang. Avec quelle actrice Nagui partage-t-il l'affiche de son tout premier film en tant que comédien dans Une femme très très amoureuse en 1997? Est-ce que c'est Christiana Reali, Fanny Ardant, Brigitte Fossé ou Josiane Balasco? Alors moi je l'ai pas. François m'a l'air d'être très très chaud. Christiana Reali, je répète, avec quelle actrice Nagui partage-t-il l'affiche de son tout premier film en tant que comédien dans Une femme très très amoureuse en 97? Reali, non mais vous êtes très bon dans le chat, vous êtes les meilleurs. En effet, réalisé par Ariel Zetoun, le film est très mal reçu avec des notes catastrophiques. Comme quoi Nagui n'a pas fait carrière au cinéma. En quelle année? En quelle année a été diffusée pour la toute première fois Taratata, l'émission musicale de Nagui? Est-ce que c'est en 1990, en 93, en 96 ou en 1999? En 94, on n'a pas, mais 93, ça me dit quelque chose. Je crois que je suis né le jour du lancement de Nagui, avec Taratata 93. Oh, vous êtes chaud, ouais, vous êtes très bon. On va faire, parce qu'on n'a jamais fait un tout bon. On n'a jamais fait un tout bon. On va aller sur 93. Ah, c'est très bon. Bon, c'était pas jour de mon anniversaire, c'était le 10 janvier 93, mais c'est vraiment pas mal. Quel jeu Nagui a-t-il animé entre 2004 et 2005? 2004 et 2005, on a fêté les 30 ans en 2023. Et tu as raison, Johan, ça aurait pu nous aider.
Fort Boyard, Interville, Le Juste Prix ou La Cible. Interville, on est d'actualité, en effet, c'est pas pour rien. Est-ce que vous vous souvenez avec qui Nagui animait Interville, du coup? Est-ce que vous vous souvenez avec qui Nagui a animé Interville? Est-ce que dans le chat, ils ont des idées? Une comédienne, Nathalie Simon, absolument pas. Patrice Lafio, seule la première année. Bah, je crois bien il devait être seul. Dans mes souvenirs, en effet, Interville, animateur, je crois qu'il était seul. Après, il y avait des gens qui l'accompagnaient, hein. Il y avait des gens qui l'accompagnaient. Mais je crois qu'il était seul. On va juste aller voir. Ta 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 ta. Est-ce qu'on a les animateurs? Est-ce qu'on a un truc avec les animateurs? Ça serait trop chouette. Ils font ça des fois. Alors, on est où? Nagui, animateur avec Juliette Arnaud et Patrice Larfont. Juliette Arnaud qu'on retrouve aujourd'hui dans La Dernière sur Nova et Patrice Larfont, en effet, mythique. Et moi, j'ai vécu l'année 2007-2008, c'est quand je regardais énormément et c'était Tex Julien Lepers. Non, c'était pas là que je voulais retourner. Donc, vous êtes très très bon, on avance super bien. Europa Park, ouais. Quelle émission Nagui lance-t-il sur France 2 en 2006? L'appel de la couette, tout le monde veut prendre sa place, n'oubliez pas les paroles ou la grande battle. Alors, quel jeu est-il lancé en 2006? L'appel à la couette, tout le monde veut prendre sa place, n'oubliez pas les paroles ou la grande battle. Moi, je serais allé aussi sur tout le monde veut prendre sa place. On peut hésiter avec n'oubliez pas les paroles, mais pour moi, n'oubliez pas les paroles, c'est plus début année 2010. Donc, j'irai plus sur tout le monde veut prendre sa place. On va y aller. Et c'est une excellente bonne réponse. Tout le monde veut prendre sa place. Ouais, 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 vous êtes chaud. Vous êtes chaud. Parole 2008. Ok. N'oubliez pas les paroles est un jeu imaginé et créé par Nagui, vrai ou faux? Alors, est-ce que c'est un jeu qui a été 100% créé par Nagui? Ou est-ce que c'est un format qui a été racheté? Ouais, vous êtes très chaud à ce soir. Vous êtes chaud patate. C'est faux. Alors, j'avoue que je ne sais pas, moi. Je ne sais pas. Faux, faux, faux. Vous pensez que c'est un format qui a été racheté? Aucune idée. Don't forget the Rolex au USA. Ok, bah peut-être. En plus, tu sors. À part Jordan, le frère de Martin Solveig, tu penses que sur ma fin. Ah, on va y aller. On va aller sur du faux. Je vous suis. Bravo. Don't forget the lyrics. Très bon, Jordan. Très bon. Quelle phrase doit être prononcée pour valider sa réponse dans l'émission N'oubliez pas les paroles? J'approuve les paroles, je confirme les paroles, j'arrête les paroles ou je bloque les paroles. Bon, ça, vous connaissez, vous êtes très bon. On va le faire, hein. Il nous reste plus que deux questions. Exactement. Date de départ de Nagui, ce serait bien. Dans l'émission N'oubliez pas les paroles de Nagui, comment sont surnommés les membres de l'orchestre? Les Barjots, les Naguis, les Icos ou les Mezzos? Les Icos pour le boss du Sud, les Icos pour Elo Cachou, les Icos pour Jordan Solveig. En effet, c'est les Zizi Ouais, vous êtes les Icos. Allez, plus que deux. Quelle émission de radio sur France Inter est animée le midi par Nagui à partir de 2014? La bande originale, le Pop Club Musicorama où on connaît la musique. Ouais, ouais, on vous la fait pas. On va faire le perfect. On va faire le perfect. Et maintenant, peut-être la plus compliquée. Il faut être là pour les 30 ans. Qui se souvient des 30 ans? Vous êtes très chaud dans le chat. On va faire un perfect, hein. Mais là, on va avoir besoin de vos souvenirs. Dans quelle enceinte? On parle pas d'une femme enceinte, on parle d'un lieu. Pas se tromper. Dans quelle enceinte Nagui a-t-il célébré les 30 ans de Taratata en 2023 entouré de 80 artistes? Est-ce que c'est le Stade de France, l'Arène de Nîmes, Paris La Défense Arena ou l'Olympia? Donc on a Paris La Défense, La Défense, La Défense, La Défense, La Défense, je ne sais pas franchement, mais sûrement l'Olympia, La Défense. Ah, Trésapi est invité, Kenza est La Défense, on va aller sur La Défense. Je vous fais confiance, j'y étais pas, je me souviens pas. On voit Julien Clerc qui chante, qui est présent, Mélissa Tebi, c'est d'Ibissa. Bon, le Paris Saint-Germain a perdu, hein, pour vous dire, hein. Et bravo, bravo à vous tous. En effet, à Paris Défense, c'est un stade couvert situé à Nanterre, près de l'Arche de la Défense, pouvant accueillir 40 000 spectateurs. Notre premier sans faute. Donc, on a fait une excellente performance.
Euh, on arrive du coup à la fin, on refait les médias. Je pense qu'on a fait vraiment un bon petit tour des petits sujets médias qu'on avait. J'ai pas parlé de Christophe Beaugrand en effet tout à l'heure parce que, comme j'explique, ça vient des réseaux sociaux. Je ne sais pas la véracité. Je veux pas aller sur. J'ai rien à raconter là-dessus parce que je ne sais pas la véracité. Il n'a pas réagi. Je n'ai pas la vérification. Il faudrait aller rencontrer la personne qui tient ces propos-là. Donc quand tu veux pour un autre sans faute, bon, on en refera un. On va en refaire de toute façon tout l'été. On va essayer de se faire des petits lives de temps en temps. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne, c'est trop bien. J'espère vraiment que les lives vous plaisent. On va refaire du coup des quiz. Je vais préparer aussi quelques vidéos super chouettes, mais aussi quelques tier lists parce que je sais que c'est des choses qui vous plaisent. Euh, N'hésitez pas à me dire s'il y a des éléments qui vous plaisent. Merci dans les commentaires, vous êtes super chouettes. On termine toujours sur un petit générique. On va faire le générique de Tout le monde en parle euh, en en lien vraiment à l'actualité qu'on a avec notre cher Tierdisson, qu'on espère retrouver le plus rapidement possible. Allô? Allô? Ouais, c'est moi. Ah, ça va? Ça va? Bon, c'est pas fifou, on va partir sur un autre. Bah, vous savez quoi? On va faire le générique de N'oubliez pas les paroles. On a terminé sur Nagui. Quelle était la toute première personnalité que tu as interviewée? Ah, bonne question. La toute première, c'est Alexandra Lamy. Alexandra Lamy, une chouette rencontre, une super. Vraiment, j'étais comme ça, j'avais 20 ans. Je suis stagiaire à Pure Média, j'en profite pour en parler. Je suis stagiaire à Pure Média et du coup, on m'envoie pour une série très éprouvante en plus, hein. Euh, une série très éprouvante où en gros Alexandra Lamy et racontait l'histoire d'une mère qui avait un cancer et qui allait mourir. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est pas extrêmement sexy. Tu vas faire une rubrique souvenir d'interview dans ton concept de vidéo. Ouais, bah ouais, je devrais la raconter. Et donc je suis là, je suis tout jeune journaliste. Je vais aller voir, je regarde ce truc-là qui me touche un tout petit peu parce que ça me rappelle des souvenirs qui m'ont ancré aussi dans ma propre histoire. Donc voilà, un téléfilm, Les Unitaires, c'était aussi l'époque des Unitaires à TF1. Donc on est dans les années non, 2015 ou 2016, je sais plus. Donc il y a un unitaire qui est fait sur cette mère courage qui va tout faire pour donner sourire à sa famille, tenir la baraque et qui a ce cancer, qui lutte contre un cancer et qui malheureusement s'éteint. Donc Alexandra Lamy porte ce rôle-là et je fais une interview où elle est ultra ouverte. Une personne ultra sincère, qui est ultra, vraiment, j'étais comme ça, un jeune journaliste, rencontré Alexandra Lamy, que vous regardiez à la télévision. Donc ça m'a complètement bouleversé, très happy, et c'est une personne qui me marquera. Et puis voilà, il y a eu énormément d'interviews que j'ai pu faire qui m'ont marqué, super chouette. D'autres qui m'ont marqué aussi, qui étaient beaucoup moins chouettes. Et donc, il y a plein de choses à raconter comme ça. Et peut-être, ouais, on devrait faire une rubrique dessus. De chaque interview, tu dis que ça a été super. Une interview que tu as un peu moins aimé. Euh, Bah, j'ai eu des interviews. J'ai pas envie de créer des dramas ou même de entrer dans un format clash ou que ces trucs-là sortent et on me dise quoi ou qu'est-ce. J'ai eu une interview de personnalités qui n'ont pas apprécié que je pose certaines questions, voilà, qui m'ont parfois un peu menacé, donc ça n'a pas toujours été super chouette. Histoire vraie de cette femme vue sur 7 à 8. Oui, exactement, c'est ça, t'as raison François. Euh, je vais vous dire par exemple une interview qui s'est très mal passée et avec une personnalité avec qui je me suis beaucoup rabiboché par la suite. C'est Bernard Lavilladière, première interview, je suis aussi stagiaire et je lui pose une question sur des angles racoleurs de l'émission Enquête exclusive. Il s'énerve énormément, appelle la communication d'M6. Moi, je sais pas quoi faire. J'ai le droit qu'à 10 minutes à l'époque pour les questions. Et il me dit, mais en fait, lui, qu'est-ce qu'il fait là? Faut le faire partir. Ça va pas du tout, ces questions. Et qu'est-ce que tu veux? Tu me cherches, c'est quoi ton problème? Etc. Il me secoue. Et donc, moi, j'essaie de me défendre, hein. J'ai 20, 21 ans. Mais non, mais en fait, j'ai des trucs. C'est une critique qu'on fait et vas-y qui me secoue. Donc ça a été un moment très particulier qui s'est pas forcément bien passé. Mais par la suite, Bernard Lavillardière n'est pas une personne rancunière et je l'ai refait en interview pour notamment l'émission Dossier Tabou et on est revenu sur ce passage, voilà, et il m'expliquait que y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres, mais il en a marre aussi de cette critique-là et et clairement, ça s'est très bien passé par la suite. Donc, ça va dire, je fais une critique, mais en même temps, voilà, une interview qui s'est mal passée une fois avec une personne est très bien passée avec une autre. J'essaie vraiment de raconter des choses comme ça. Moi, Stéphane Bern, que j'ai préféré, prévu 20 minutes, fini 45. Voilà, en blind test en plus.
Quand tu fais une interview qui débute à un certain temps et tu veux faire beaucoup plus, c'est trop trop chouette. Et si tu montais un nouveau média, bah c'est un peu ce que je fais là sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, à travers les lives, à travers les vidéos, c'est aussi former un nouveau média. Après, financièrement, ça ne permet pas forcément de suivre. Et donc demain, moi, il y a un média qui veut s'accoler à moi ou qui veut me recruter pour ce que je fais. J'ai aussi une écriture web, hein, j'ai beaucoup travaillé sur le web. Là, on fait de la vidéo, on fait du direct, on fait de l'échange, de l'interaction, on fait pas mal de choses comme ça. Peut-être demain, il y aura un nouveau média, j'aurai besoin de soutien, j'ai aussi besoin de vivre parce que voilà, je dis je suis journaliste indépendant, je suis journaliste sur TikTok, mais je suis aussi chômeur, hein. Je vis quand même grâce à France Travail et peut-être il va falloir penser à y réfléchir. T'as songé à exporter ce format live sur Twitch? Faudrait y penser. Peut-être, mais après je vous perdrai parce que je sais pas si vous me suivrez tous sur Twitch et que sur TikTok c'est aussi un nouveau format d'interaction et sur Twitch c'est autre chose. Peut-être, mais voilà, il faudrait avoir des gens qui me suivent. On en le fera peut-être. J'aurais aimé pouvoir faire les deux formats en même temps, mais c'est pas possible visiblement. Mais peut-être que demain, ouais, on pourrait imaginer quelque chose sur Twitch, sur du plus long format, sur du React peut-être. Mais voilà, sur TikTok, il y a aussi des choses qui sont super chouettes, je trouve. Donc on peut faire des choses vachement sympas. J'ai prolongé un peu pour répondre à vos questions. Je répondais sur ma tablette, tu peux live en même temps sur Twitch et TikTok. Non, non, bah moi j'ai essayé et j'ai pas réussi. Le boss. Sur l'ordinateur, ça bloque. Ils me disent que je peux pas. Le logiciel de TikTok pour le live ne m'empêche de liver ailleurs. Donc, et j'aime bien liver depuis l'ordinateur. Je trouve ça plus intéressant. Mais peut-être que ce sera possible un jour. Peut-être qu'il y a un groupe qui acceptera. Ouais, bonne nuit. Donc on va se dire au revoir. Passez une excellente nuit. Profitez demain. C'est repos, hein, c'est jour férié, à part pour ceux qui bossent. Prenez soin de vous. Restez connectés, restez informés, aimez le pluralisme de l'information et on va essayer de trouver, on va essayer de trouver demain un média. Peut-être une rédaction va me voir ou va me percevoir. Merci beaucoup d'avoir été présent et à bientôt.